Je suis un compétiteur dans le sport, il faut que je sois un compétiteur dans mon travail. Combien il y a d'artisans qui se sont complètement vautrés, non pas parce que ce sont de mauvais artisans, mais parce qu'ils savent pas gérer leur boîte. Moi, carrément, je pense qu'on souffre même de ne pas savoir qu'on ne sait pas. Donc, est-ce que quand tu as une carie, tu vas avoir mécanicien? Tu veux lancer un business, va avoir des gens qui ont des business déjà. Plus le mec en face, il fait des trucs d'ingénieur complexes, moins il y a de compétences. Monsieur Bérou, je vous embrasse. Bienvenue sur Attitude Move It, le podcast dédié aux entrepreneurs et aux sportifs qui entreprennent. Aujourd'hui, nous recevons Greg Schipponi et Guillaume Guillou, deux acteurs du sport, chacun dans un milieu différent évidemment. On va parler d'influence, nous allons aussi parler d'entrepreneuriat. Nous allons échanger sur leur manière de communiquer et comment la communication a été bénéfique pour leur business. On ne va pas éviter certains sujets qui sont clivants, évidemment. Avec deux personnages comme ça, on ne pouvait pas l'éviter. Allez, top, on démarre, c'est parti. Les gars, on va lancer votre présentation. Et pour cette présentation, il y a un petit défi, c'est votre présentation en 40 secondes. Donc on va démarrer par toi, Greg. Allez. 40 secondes pour te présenter, parce que tout le monde ne te connaît pas, notamment la communauté de Guillaume ici présent. Donc 40 secondes pour présenter, je mets le chrono dès maintenant, 40 secondes. Allez, Ok, top. allez, moi c'est Greg Schipponi. Coach depuis plus de 15 ans, 24 ans de pratique et depuis 3 ans influenceur du fitness. Et il reste 30 secondes. Hein. J'ai explosé sur les réseaux sociaux depuis 2 ans et ça avec simplement un téléphone. Bien sûr que maintenant j'ai toute une équipe et je compte pas m'arrêter là. Il te reste toujours 19 secondes. Dans les 19 secondes, je vais profiter pour dire que je suis ravi de faire ce podcast avec Guillaume. 10 secondes. Je vais laisser la parole à Guillaume. Et tu me dis top, moi j'ai carrément réglé ma montre et tout là, je suis au max. Allez, top Guillaume, c'est parti, 40 secondes pour te présenter. Bonjour, je m'appelle Guillaume Guillou, je suis dans le CrossFit depuis 2012. J'ai commencé avec une salle éclatée au sol et sans matos. Aujourd'hui, on a une grosse boîte, des employés géniaux, des voitures de fonction. On a réussi à percer dans ce milieu-là et on vit de notre passion. J'ai l'honneur de rencontrer Greg aujourd'hui qui a explosé x10 par rapport à moi, donc ça me montre que j'ai encore du chemin à faire et je vais écouter et échanger avec lui avec grande intention parce que je pense que nous avons tous plein de choses à apprendre. 40 secondes. 0. Parfait. Bon, premier défi gagné Ah par, ouais, gagné ouais, par la main, Guillaume. Ouais, Oh mais la moi j'avais la Oh la montre. main. Moi j'avais vraiment la montre. Eh ouais, Greg, la montre la prochaine fois. Et il joue la montre, hein, t'as vu? Et il joue la montre. Mm. Eh bien, on a lancé un défi. Je savais qu'il allait y répondre. Hyper sérieux moi. Hein. Bon, les gars, c'est assez particulier de vous avoir tous les deux ici parce que vous venez pas du tout du même univers. Et malgré tout, il y a quand même des similitudes. Bon, il y a la similitude de l'entrepreneuriat. Du sportif et du sportif. compétiteur. Et donc, moi, j'ai trouvé intéressant de vous réunir aujourd'hui dans ce podcast pour... c'est un podcast qu'on fait en commun, d'ailleurs, tous les deux. Ouais. J'ai trouvé ça intéressant de vous réunir pour peut-être voir les points de divergence, voir ce qui vous rassemble et échanger sur différentes thématiques. Et déjà, la première question que j'ai pour vous, les gars, c'est quelle erreur vous a fait perdre le plus de temps et que tu referais peut-être, parce que malgré tout, ça t'a quand même appris des choses. Je pense pas avoir fait de réelles erreurs, parce que je vais pas sortir des phrases bateau. Justement, ces petites erreurs, elles font partie de mon parcours. Donc je pense que je les referai une après les autres pour arriver où j'en suis actuellement. Parce que si je fais pas d'erreurs, j'arrive comme ça dans un monde de requins, la fleur au fusil, tranquillement, et je vais me prendre des coups de tous les côtés. Alors que ces petites erreurs, elles ont fait que maintenant j'arrive dans ce milieu de l'entrepreneuriat et du coaching avec une certaine force, parce que justement j'ai encaissé pas mal d'erreurs, donc je peux pas t'en donner qu'une. La seule erreur que j'ai pu faire, c'est de me lancer beaucoup trop tard. J'aurais dû le faire avant. Ouais, Voilà. Pareil. Je pense que tout à l'heure on parlait
on parlait de plein de choses, et notamment de fiscalité. Et sur la fiscalité, on s'est dit tous et tous les trois qu'il y a des choses qu'on aurait fait différemment si on avait commencé plus tôt. C'est vrai que même moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat un peu tard. Et si j'avais su, mais bon, avec des si on refait le monde, malheureusement, on a pris le chemin comme ça. Mais t'aurais commencé plus tôt. J'aurais commencé plus tôt, voilà. L'erreur, c'est de ne m'être pas lancé avant. Qu'est-ce qui t'en a empêché? Certaines croyances peut-être, des croyances de mon entourage qui m'ont un petit peu pollué. Je te parlais souvent des croyances limitantes. Et du moment où j'ai fait abstraction et que je me suis mis en mode compétiteur, en fait, je me suis dit, l'entrepreneuriat, je vais le prendre comme mon sport. Je suis un compétiteur dans le sport. Il faut que je sois un compétiteur dans mon travail, parce que quelque part, c'est mon deuxième sport, le métier d'entrepreneur. Donc du moment où j'ai passé ce cap, j'ai lancé plein de projets, j'en ai réussi certains, échoué d'autres, mais j'ai eu pas mal de réussite grâce à ça. Et toi, Guillaume, ça serait quoi? Je pense que j'ai réalisé trop tard que en fait, quand on se met à son compte, on croit qu'on est à son compte, alors qu'en fait, on devient... on peut dire des gros mots ou pas là? Oui, bien sûr. Alors qu'en fait, on devient la pute directe de l'État. Et donc, en fait, ce qui m'a manqué, c'est que j'ai cru que pour être un bon businessman ou un bon entrepreneur, il fallait être bon dans son boulot, il fallait être bon en marketing, il fallait être bon dans les idées, il fallait savoir gérer des réseaux sociaux. Alors que non, ça, c'est la partie facile. Il faut savoir gérer une entreprise. Et gérer une entreprise... savoir les bons statuts, savoir les bons montages. Et toute cette somme de connaissances, c'est quelque chose qu'on passe pas au BP, qu'on passe pas au CQP, qu'on survole complètement. Et en fait, je pense que tous les gens qui se mettent à leur compte, et ça, je pense que c'est vraiment à prendre en compte beaucoup plus largement que dans le sport, combien il y a d'artisans qui se sont complètement vautrés, non pas parce que ce sont de mauvais artisans, mais parce qu'ils ne savent pas gérer leur boîte. Tu vois, on oublie complètement que quand, peu importe qu'on soit en SARL, SAS, EURL, peu importe, on oublie que 60% de notre chiffre d'affaires va partir à l'État d'une manière ou d'une autre. Donc quand on rentre 100 euros, on croit qu'on a rentré 100 euros, en fait on en a rentré 40. Et c'est les règles du jeu, c'est pas moi qui vais les changer. Mais clairement, c'est une prise de conscience que j'aurais voulu avoir plus tôt. Aujourd'hui, là, j'ai passé une petite année à rattraper les erreurs et j'ai pu maintenant recommencer à développer mon empire en 2025. Mais clairement, si j'avais eu ces connaissances-là en 2020, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, aujourd'hui, je serais venu, j'aurais pas été emmerdé par la route parce que je serais venu en hélico. Donc, je vais finir par le faire. Je me donne... jusqu'à mes 40 ans pour pouvoir me taper le délire de le faire. Mais voilà, clairement même là c'est un peu la période où les gens sortent de leurs études, sortent du CQP, etc., sortent du BP, et j'espère qu'ils ont tous bien compris qu'à partir de maintenant, c'est plus l'État qui va taper sur leur employeur, c'est l'État qui est en communication directe avec eux. C'est ça. Voilà, ça c'est très très important, c'est-à-dire que quand ils vont se prendre un statut d'auto-entrepreneur et que derrière ils vont déclarer à moitié et que le fisc il va taper, là c'est directement, rappel, statut d'auto-entrepreneur, chaque euro qui rentre sur votre compte en banque est considéré comme du revenu. Donc faites bien attention au statut que vous allez prendre, parce que quand ça va taper à la porte, et que ça va venir, comme les Raptou vampires, là, parce que vous êtes de la génération des inconnus, vous vous souvenez de ça, quand ça va venir taper à la porte, ça va taper très fort. Donc l'aérobie, la prise de masse musculaire, le 10x10, les meilleures méthodes d'hypertrophie de Giacometti, c'est génial. Mais c'est pas ça du tout qui va faire que vous allez pouvoir gérer votre bise. Là, il a relevé une très bonne erreur, et c'est ce que j'avais dit quand je suis venu justement dans un de tes cours. Quand vous arrivez en formation, vous êtes coach, mais quand vous sortez, vous êtes chef d'entreprise, si vous comptez travailler à votre compte. Formez-vous, ayez un plan d'action avant de finir votre diplôme. Parce qu'il y a des gens qui ont la facilité, tout à l'heure on en discutait Guillaume, on ne vient pas forcément de famille aisée. Moi par exemple, dans ma famille, il n'y a personne qui a une société. Donc les conseils, je suis allé les chercher à droite à gauche, j'en ai eu des bons, des moins bons, des mauvais. Ouais, et voilà, donc commencez à vous former sur ça. On a la chance maintenant, sur les réseaux ou sur Internet, sur YouTube, d'avoir un maximum déjà d'informations. Commencez à avoir un mini plan d'action.
quelle différence entre tel statut et tel statut, qu'est-ce qui serait le plus important pour moi, c'est vrai qu'il a relevé D'ailleurs, vraiment une bonne erreur. Je veux me permettre de rebondir sur quelque chose. Moi, carrément, je pense qu'on souffre même de ne pas savoir qu'on ne sait pas. C'est-à-dire, moi, j'ai commencé ce métier-là en 2012 et je savais que je ne savais pas quoi que ce soit sur la fiscalité, mais j'avais même pas compris que ça avait un intérêt. C'est évidemment dans les années 2020-2021 que les choses sont devenues plus grosses, avec des enjeux plus gros, où là, je me suis rendu compte de l'importance que ça avait. Mais j'ai envie de te dire, il y a plein de sujets comme ça où aujourd'hui, avec des mecs comme Greg, comme toi, on essaie d'influencer la société sur l'alimentation, l'hygiène de vie, un minimum d'entraînement sans forcément être dans la compétition, etc. Les gens sur ces secteurs-là, en 2025, ils peuvent plus dire qu'ils savent pas que ça a un intérêt de manger correctement, qu'ils savent pas que ça a un intérêt de faire un minimum d'activité physique, etc. etc. Là, ils peuvent pas se cacher derrière « je ne savais pas que ça avait un intérêt ». Le problème de la fiscalité, c'est que la plupart du temps, pour le commun des mortels, je parle, on sort de nos cours, on va tout de suite devenir employé, et c'est après une certaine prise de conscience qu'on va commencer à essayer de se mettre à son compte. Et à ce moment-là, la plupart des gens vont se concentrer sur « il faut que je délivre le meilleur produit possible, il faut que je trouve le maximum de clients possible, il faut que j'augmente ma notoriété, etc. etc. » Mais ils ont oublié que 50% de la mission, c'est pas du tout ça. C'est la gestion de leur trésor, de leurs déclarations, etc. etc. Et évidemment, on a peu de temps, mais je vais quand même le balancer parce que ça me fait plaisir. On a quand même notre Premier ministre qui a décidé de nous faire péter 2 jours de congé parce que tu comprends, il faut augmenter la productivité. Il s'est pas dit, par contre, on va faire en sorte que les Français, ils aient moins de paperasse pour qu'ils soient plus productifs. Non. Lui, la solution, c'est de te péter un 8 mai et un lundi de Pâques. 2 jours pas importants. Mais par contre, que les entrepreneurs de France ou les agriculteurs, ils passent 20 heures par semaine à remplir des CERFA, et que c'est peut-être pour ça qu'il y a peut-être une piste là, tu vois, on pourrait devenir un peu plus productif. Ah non, pas du tout. Nous, on va continuer à s'acheter des fauteuils à 40 000 comme l'archer. Mais vous allez travailler les jours fériés par contre. Vous allez continuer à remplir vos CERFA, vous allez continuer à passer 45 minutes au téléphone pour essayer d'avoir l'URSSAF. Hein, mais le problème de la productivité, c'est parce que vous comprenez, vous avez trop de jours fériés. Donc voilà, j'aimerais que les gens qui nous écoutent reviennent à une forme de lucidité. Et surtout, tu vas être plus productif, forcément tu vas gagner plus d'argent et forcément on va te taxer beaucoup plus. Ouais. Donc en vrai, toi en tant que Français, entrepreneur, ça change rien à ta vie. Non. Tu remplis les caisses de l'État, mais toi plus tu es productif, plus et là où ils sont super drôles, c'est que moi, ma salle, elle est ouverte le 25 décembre et le 1er janvier et tous les dimanches de l'année. Et ils croient qu'ils vont faire tous ces qui en m'expliquant que bientôt, il y aura plus de jours fériés. J'ai pas pris de jours fériés, en fait, depuis 13 ans. Entrepreneur, normalement, t'as pas de jours fériés. T'as toujours un sac à dos avec ta société. Exactement. Donc, je vois pas qui compte saouler, en fait. C'est quoi? C'est les employés qui vont... Mais c'est pas... Encore une fois, les stats sont ce qu'elles sont. 10% des Français génèrent la richesse sur laquelle vit le 90 autres %. Parce que, encore une fois, là, je suis lancé, vous m'avez lancé, je mets les pieds. Un kiné. C'est super gentil, un kiné, ça, on va chez le kiné quand on a... Mais il vit sur l'argent de qui, le kiné? De la sécurité sociale. Et qui c'est qui paie la sécurité sociale? C'est moi. Tu vois, donc même ces emplois-là, indirectement, les mecs, ils disent non, mais attends, je suis à mon compte, je suis profession libérale, je suis kiné. Qu'est-ce que tu racontes? Tu génères quelle richesse? Tu vis sur les impôts qu'on redispatche à la sécurité sociale et que toi, tu prends avec la carte vitale. Donc pour moi, tous les métiers qui sont à la carte vitale, bah, c'est pas des entrepreneurs. Je suis désolé de te dire ça. Et ils vivent ils vivent sponsorisés par l'État. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis pas sponsorisé par l'État. Moi, c'est moi qui engraisse l'État. Donc, cette stat du 10-90, elle est vraie. Et les gens, excusez-moi de vous le dire, les amis, mais les 10% de producteurs sur lesquels vivent le 90% du pays, j'ai un scoop pour vous, les amis. Ils connaissent pas les jours fériés. Hop, tu aimes ce que tu es en train d'écouter? Alors, n'oublie pas de mettre un petit pouce, de cliquer sur la petite cloche pour être au courant des prochains épisodes et surtout de t'abonner. Ils connaissent pas les dimanches, ils connaissent pas les RTT, ils connaissent pas les vacances en fait. Donc ça me fait vraiment rire. Mais Monsieur Bérou,
je vous embrasse. Hop, 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 tu aimes ce que tu es en train d'écouter? Alors, n'oublie pas de mettre un petit pouce, de cliquer sur la petite cloche pour être au courant des prochains épisodes et surtout de t'abonner. On les connaît, les jours fériés et les vacances, parce qu'on a des enfants, les 3 respectivement. Ah ouais, donc, faut qu'on les fasse garder. Donc, Ouais, c'est vrai. Mais C'est moi, vrai. je te prends l'exemple C'est pour ça là, qu'on les connaît. Je vais partir 3 semaines, mais je pars 3 semaines, je change de pays pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, je vais bosser. Tu vois, je vais bosser. Et l'entrepreneur, il bosse, on se le dit de toute façon. Le but de l'entrepreneur, c'est d'essayer de créer, de trouver toujours plus de temps. C'est sûr. Et après, quand on est compétiteur, je pense que Guillaume, c'est pareil. Il y a des personnes qui arrivent à créer plus de temps pour passer du bon temps. Moi, quand j'arrive à créer plus de temps, je me lance dans un autre projet, tu vois. Non, mais de toute façon... Mais en même temps, attention, on dit ça, mais je pense que Guillaume aime son rythme de vie. Ça me régale. C'est là-dessus. Cette prise de risque, ce stress, c'est quelque chose qu'on aime, qui fait partie du compétiteur, d'avoir ce stress à gérer. Des fois, moi, je rentre, je me plains de je passe une journée, là j'ai encore ça à faire, et là j'ai tel papier à remplir, et là j'ai telle charge à payer. Mais au final, le lendemain, je me relance dans un truc qui va me faire x10 en travail. Et c'est ce que j'allais te dire, c'est que faut surtout pas prendre mon propos, parce que je connais les gens derrière, ils vont faire exprès de prendre l'inverse de ce que je viens d'expliquer. Justement, je dis que je connais pas les jours fériés, mais moi j'ai une belle vie. Mais le mec qui attend son jour férié, c'est un employé, c'est un mec qui fait un boulot misérable, c'est un mec que ça régale pas, tu vois. Et lui, son jour férié, je suis désolé, il est content de l'avoir son jour férié, parce qu'il galère pour se sortir 1500 balles, tu vois. Il se fait souvent éclater par son patron sur des tâches qui servent à rien. Enfin, moi, j'ai été dans la grande distribution à une époque, à mes débuts dans le coaching, je bossais à côté à Chronodrive, j'étais très content quand j'avais un jour férié, tu vois. Donc en fait, ces gens-là, ces décideurs, ils sont tellement déconnectés qu'en fait, ils vont aller nous expliquer qu'on veut augmenter notre productivité de manière complètement éclatée, et en plus les seuls qui vont subir, c'est pas les gens comme nous. Moi j'ai pas attendu Bérou pour pas avoir de jours fériés, j'ai décidé de pas en prendre. Ça c'est ma décision perso, c'est pas lui qui me l'impose. J'ai décidé que le 25 décembre à 18h ma salle serait ouverte. Le 1er janvier à 18h ma salle serait ouverte. C'est une décision que j'ai prise il y a 13 ans, donc je suis pas en train de râler. Grâce à ça, tu es capable de te dire le 4 janvier, j'ai envie de fermer, je viens pas travailler. Absolument, je peux faire ce que je veux. Mais moi, je pense aux pauvres types qui travaillent au chantier, qui galèrent, qui se cassent le dos. Lui, quand il peut avoir un week-end de 3 jours, ça le régale un peu. Eh ben non, tu vas plus l'avoir parce que tu comprends, le pays va mal. Et en l'occurrence, visiblement, d'après ce que j'ai compris, ça a l'air d'être à cause de toi. Donc, pas de chance pour toi. Ouais, mais... Là, tout à l'heure, Greg, tu disais que il y a des choses, des pensées limitantes qui t'avaient empêché de démarrer. Est-ce que tu as eu des pensées limitantes qui t'ont empêché de faire évoluer ton business une fois que tu t'étais lancé? Moi, j'ai pas eu des pensées limitantes, mais j'ai eu celles des autres qui sont venues en masse. Et c'est pour ça que maintenant, j'ai des œillères. Et quand je décide de lancer quelque chose, malheureusement, quitte à me planter dans le mur, je peux avoir les voix de tout le monde, je vais y aller. C'est-à-dire les pensées limitantes. Tu vas dire, là, j'ai décidé, par exemple, quand j'ai dit je vais me lancer sur les réseaux sociaux, j'avais déjà bien lancé mon business de coaching en présentiel. En ligne, ça marchait plutôt pas mal. Mais quand j'ai dit je veux exploser sur les réseaux, je me suis pris mais tu penses que t'es pas trop vieux, il y a trop de monde, c'est trop dur maintenant. Regarde, lui il a 500 000, lui ci, et bientôt les réseaux sociaux, ça va être déconnecté, il va y avoir autre chose. Tu sais, tu as toutes ces pensées limitantes. Comme demain tu dis à un proche, je veux ouvrir une boulangerie, tu as toute la famille qui va te dire attention, Gérard il a ouvert, lui ça n'a pas marché, et l'autre il a essayé de le faire, mais si un gars il ouvre une boulangerie juste en face de toi, mais avec des si on fait un monde. Mais c'est avec des actions, comme je te disais la dernière fois, qu'on arrive à créer de belles choses. Donc moi, les pensées limitantes des autres, et je l'ai aussi inculqué à ma femme, j'ai dit maintenant, quand on a quelque chose à faire, moi je le fais. Voilà. Je cherche plus à comprendre, c'est dangereux, c'est zéro risque, zéro résultat. Voilà. Et comme je me rappelle, on parle du système, je vais rebondir moi aussi dessus. Quand je t'ai dit que quand je voulais me faire financer ma formation par le Pôle emploi, quand je suis arrivé au Pôle emploi, la première pensée limitante, elle a été là-bas. Monsieur, vous ne pensez pas qu'il y a beaucoup de monde, que le marché commence à être bouché, il y a trop de concurrence dans le coaching. Donc là, j'ai regardé la femme et je lui ai dit, madame, est-ce que vous connaissez un métier où il n'y a pas de concurrence? J'ai dit, parce que si vous le connaissez, j'adore le sport, mais je vous dis honnêtement, je le prends, je suis sûr d'être riche. Et si vous le connaissez et que vous êtes en face de moi, c'est que vous avez manqué votre vocation, vous aussi, tu vois. Donc déjà, au départ, tu n'as même pas encore lancé quelque chose, tu as les pensées limitantes des autres. Donc eux, hier,
on fonce, on prend les informations, on filtre. Et voilà. Hein. Moi, j'ai eu la même chose avec mon père quand j'ai lancé ma première boîte, je sortais du BP. Et bon, moi, en plus, j'ai vraiment démarré. Rien. J'ouvre ma salle, je paye ma caution, je sais même pas comment je vais payer le loyer d'après, j'ai pas de matos. Je pars avec un pote qui avait un camion Ben, on va à la déchetterie, on prend des pneus à la déchetterie, on les ramène, je vais à Leroy Merlin, j'achète une masse, je fous un sac de frappe qui est dans mon garage. Ma salle, elle a commencé comme ça, tu vois. Ma première cotisation, elle m'a permis d'acheter une kettlebell à Fitness Boutique. Et donc après, j'ai monté jusqu'à 5 salles sans jamais passer par des crédits. Mais mon père, donc cette année-là, il me dit « Ouais, de toute façon, la France, ça aime pas les gens qui ont des boîtes, le seul truc que tu vas faire, c'est payer des impôts, etc. etc. » Et moi, j'étais un peu de tête de con, j'ai dit « Ouais, vas-y. » L'anecdote, c'est que mon père est complètement revenu là-dessus. Et quand j'ai commencé à avoir mes premiers problèmes par rapport à mon statut, etc., j'étais hyper stressé par rapport à l'issue de ça. Et donc, j'ai appelé mes parents en premier. Et mon père, il m'a dit « Bon, passe à la maison. » Et au contraire, il m'a félicité de mon travail. Et il m'a dit qu'il me soutenait grave, que je lui avais fait avoir tort. Et que si je l'avais écouté, j'aurais rien vécu, j'aurais rien créé, j'aurais pas la vie que j'ai maintenant. Et qui m'a dit que de toute façon, quoi qu'il m'arrive, j'avais pu leur faire plaisir. Et j'avais pu avoir une vie au départ à laquelle j'étais pas destiné. Et donc, comme quoi, y a que les cons qui changent pas d'avis, tu vois. Mais clairement, souvent les gens projettent sur toi leurs craintes à eux. C'est ça. Et donc, quand toi, tu vas monter une boîte alors que eux, ça leur paraît impossible, en fait, si toi, tu y arrives, ça va leur envoyer leur propre médiocrité, leur propre peur à eux, donc ils veulent surtout pas que tu le fasses. Et j'ai envie de te dire... Et à d'autres, tu leur montres que c'est possible, tu leur donnes Absolument. aussi l'espoir. Et tu as le concept, en fait, ce que j'appelle le concept de la meilleure amie moche. Alors, vous allez voir, pour ceux qui me connaissent pas, moi, en fait, vous êtes en soirée, vous voyez une fille super jolie, vous avez envie de la brancher, et il y a toujours sa meilleure amie moche à côté qui vous regarde genre « non, ne nous parle pas !» Comme si vous lui parliez à elle. Mais en fait, la meilleure amie moche, elle veut surtout pas que sa copine jolie, elle trouve un mec. Parce que sinon, elle a plus de copine, en fait, tu vois. Donc, vous allez toujours avoir la meilleure amie moche qui va venir se mettre au milieu. Vous voyez ? Vous connaissez tous une meilleure amie moche. Donc, ces gens qui vont vous parasiter autour, tu l'as aussi, par exemple, quand vous vous mettez au sport. Moi, je demande tout le temps dans mes séminaires que je donne, bonjour, levez la main, ceux qui ont eu un entourage à 100% dans le soutien quand vous avez décidé de vous mettre dans le sport ou de prendre soin de votre alimentation. Sur 40 personnes, il y a 0 main levée. Parce que tu as toujours le conjoint, la tante, le père qui va venir te taper dans les jambes alors que tu as décidé de faire un truc bien pour toi. Tu n'as pas décidé de faire all-in en bourse. Mais ça, on y fait face dans le coaching tous les jours. Tout le temps. Donc, on a aussi, on parlait d'influence, c'est très très important que vous soyez sûr et certain que ce que vous faites, c'est pour votre bien et que peu importe qui c'est qui vient vous taper dans les jambes, c'est ça. Vous vous mettiez quand même en action. Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont venir faire exprès de vous conseiller le statu quo, le restons sur place. Mais non, mais t'es bien comme ça, pourquoi tu veux faire du sport ? Toi, tu sais que t'es dégueulasse. Pourquoi tu te prives ? Voilà. Tu devrais manger. Voilà. C'est sûr que c'est bon, t'as que ça à faire d'aller à la salle, là, ouais, t'as pas de vie et tout. Alors que le mec qui vous parle, il est à 3 whisky par jour, il regarde BFM TV et il vous fait des leçons de géopolitique. Et il a un indice glycémique d'une bouteille d'huile d'olive. Donc, c'est hyper important que quand vous décidez de vous mettre en marche, vous écoutiez pas ces voix-là, parce que en fait, c'est jamais bénéfique. Moi, ce que j'ai fait, j'ai créé un filtre dans ma tête. Je pense que Greg, tu as dû avoir le même système. Je me dis, ok, la personne qui me conseille, elle me conseille dans mon intérêt ou dans son intérêt. Toujours, il y a ce filtre-là. Si moi, je dis, tiens, je vais faire une diète et je vais prendre soin de mon alimentation, et que j'ai quelqu'un à côté qui me dit, pourquoi tu vas faire ça, t'en as pas besoin. Je veux dire, il dit ça pour... Et à partir du moment où j'ai capté que c'était... Tu vas faire peut-être quelque chose que la personne elle aurait aimé faire, voilà, mais qu'elle n'a pas le courage ou la détermination, ou tout simplement prendre du temps pour le faire. Et ça va avec la critique. critique. De te limiter à toi. Ça va avec la critique, parce que tu as souvent des influenceurs qui disent « Ouais, de toute façon, fuck les critiques, on s'en fout. » Non, il y a des critiques qui sont bonnes. Mais il faut, pour pouvoir filtrer la critique, il faut vous dire « Ok, est-ce que le mec qui est en train de me parler,
il me fait une vraie critique constructive, genre, écoute, là, franchement, à mon avis, tu vas pas forcément dans la bonne direction. Et un vrai ami, c'est son taf, en fait, de vous dire que vous n'allez pas dans la bonne direction. Ou est-ce qu'il vous critique parce que vous allez dans une direction où ça l'emmerde lui? Voilà. Donc, pour vous demander, est-ce que la critique, elle est valable ou pas, posez-vous toujours la question, surtout que dans le boulot du coaching, ça aussi, tu as dû le vivre, vous êtes le super-héros de votre client tant que vous faites tout ce qu'il veut. Le jour où vous dites non, ouais, il pense qu'à l'argent, il a changé, j'ai pas changé. Tu me demandes un truc qui est pas faisable, moi je le vois en gérant une salle, on est les super-héros de nos clients. Jusqu'au jour où ils nous demandent un truc complètement what the fuck, on leur dit non, je peux pas te l'autoriser à toi, si je te l'autorise à toi, je l'autorise aux 300 autres. Ça va pas marcher. Ah ouais? Ah ben je pensais pas que c'était comme ça. Ah ben, et là tu deviens la dernière des merdes. Ça, tu les as sortis de leur misère physique et mentale sur les 5 dernières années. À un moment, ils veulent t'emmener leur gosse à un cours gratos. Tu dis, bah non, je peux pas. Ah ouais? Ah, vous êtes comme ça? Et là, d'un coup, toi, tu t'es saigné pour eux pendant 5 ans. En une fraction de seconde, tu n'es plus rien. Donc ça peut aussi vous impacter en tant que professionnel de prendre des critiques de plein fouet comme ça. Et à un moment, il faut dire, attends, est-ce que c'est vraiment moi qui suis la merde qu'il est en train de décrire? Ou est-ce que c'est lui qui supporte pas, qui n'est pas capable de réagir à cette frustration? Ce qu'il y a de bien, c'est que voilà, ce que tu dis, c'est que tu te poses quand même la question. Il faut. Voilà. Moi, c'est ce que je dis aussi, tout le temps se remettre en question. La critique, c'est vrai, Hyper des fois, important. elle peut faire mal. Mais des fois, moi, comme Guillaume, je vais me dire, j'ai reçu telle critique, des fois ça fait mal. Pour moi, sur le coup, j'ai raison. Mais malgré tout, tu la passes au filtre quand même. Je l'ai passé au filtre, mais je remets en question, à me dire, attends, est-ce que j'ai fait... Tu vois, je vais pas me dire, oui, il a raison, mais je me pose quand même la question, parce que des fois, dans l'élan, des fois, tu sais, on est dans le business, on s'arrête pas, on travaille, on peut avoir un comportement des fois qui peut être, tu vois... donc mal c'est vrai interprété ou autre. Voilà, ce filtre, il est très très important. Ce qu'il a dit Guillaume, c'est le fameux système 1, système 2. C'est-à-dire qu'en fait, système 1, vous prenez tout à l'émotionnel, vous réagissez du tac au tac. Système 2, vous mettez un peu de réflexion. Vous prenez la critique. Système 1, il y a 2 solutions. Hein. Ah ouais, il a trop raison. Mais non, pour qui il se prend pour me parler comme ça? Ok, prenons système 2. Ok, 2 secondes. Il est en train de me reprocher ça. Dac, ok, bon, moi je suis pas d'accord avec lui. Mais est-ce que... Ouais, non, c'est vraiment pour son intérêt. Ok, next. Ou alors, non mais il a pas d'intérêt à me critiquer. Non mais ça, faut avoir la force de caractère de le faire, Guillaume. Faut surtout avoir la logique système 1, système 2, parce que les gens qui sont dans les mots, regarde là tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est la boulangerie, elle lui a refusé un sandwich, bam, réseaux sociaux, t'es islamophobe, des gens ils sont fous, ils détruisent des vies, le hors-pic a brûlé tout là, ils sont fous les gens, ils sont fous parce que t'as l'impression que le système 2 il est éteint. Tout à l'émotion, ah ouais tu m'as fait ça? Tiens, bam, story, harcèlement, feu à ton agence. Waouh, oh, ça va vite. Hein. Actuellement, là, le système 2, le cerveau des gens, il est éteint. Donc nous, dans l'influence, c'est pour ça que ce type de vidéo me paraît super intéressant et je prends un peu de temps pour en parler. Les amis, remettez de la réflexion dans ce que vous faites, même dans la critique. Et arrêtez de réagir du tac au tac. Des gens qui vont vous critiquer pour rien, ce sera 90% des critiques. Moi, vous allez sur ma page Facebook, il y a des gens que je connais ni dev ni dev, ça va être le sujet d'un prochain vlog. Pourquoi ou comment Facebook est devenu le repère des frustrés? J'essaie de donner de la valeur gratuitement sur Facebook. J'ai des commentaires de gens, et on ira analyser un peu leur profil, c'est à mourir de rire, mais ça prouve que la santé mentale des gens sur ce réseau social, elle est quand même vraiment abîmée. Sur Instagram, un peu moins. Mais là, il y a un problème de réflexion. C'est presque pareil, tous les réseaux. De toute façon, les réseaux, c'est devenu de la consommation, et t'as des gens qui vont calmer leurs nerfs, malheureusement, sur les réseaux sociaux. Ils vont se défouler, c'est ouf. Ils tombent sur ta vidéo, ils sont pas d'accord, le gars, il va prendre peut-être 5 minutes à t'écrire un pavé, tu vas pas lui répondre, et moi, j'ai vu même pire que ça. J'ai vu des gens laisser des mauvais commentaires et derrière un autre qui va commenter son mauvais commentaire et les gars ils se font une conversation de 15-20 messages. Ouais. Derrière, sur toi, t'as même pas vu le message, tu sais même pas qu'il existe, comme tu dis. Avec le fameux « ouais, de toute façon, s'il répond pas, c'est qu'on a raison ». Donc ouais, on est de... C'est le jeu des réseaux sociaux. Il y a du bon, il y a du mauvais. Comme il dit, il faut avoir ce filtre. Après, du moment où on est exposé sur les réseaux, et ça c'est un message que je peux faire passer, c'est qu'il faut l'accepter et il faut bien se poser les questions aussi à se dire avant de se lancer, parce que ça c'est la mode, tout le monde veut se lancer sur les réseaux sociaux. Est-ce que je suis assez fort pour accepter les critiques? Est-ce que je suis assez fort pour recevoir les mauvais commentaires et continuer
à avancer. Hein. Est-ce que voilà, je vais pas être Bien sûr. trop émotif parce qu'après ça se transforme en quoi aussi? Tu as des influenceurs qui veulent être monsieur, madame parfait. C'est-à-dire je sors jamais du cadre et voilà, je veux rester tout le temps droit avec toutes les communautés, avec de tous les horizons. Non, voilà. Moi je pense que pour réussir dans notre travail, il faut garder son authenticité, mais il faut être prêt à encaisser toutes les critiques qui viennent de dire Guillaume, toutes les pensées limitantes qu'on a énumérées juste avant. Et des fois, les pensées limitantes, tu vois, ça peut venir des proches, moi aussi dans la famille. Mais des fois, c'est pas des pensées limitantes mauvaises, des fois pour nous protéger. Ouais, c'est leur instinct aussi Moi, un j'ai peu une de petite préservation. coach qui me dit je veux me lancer à mon compte. Mais j'ai discuté avec mes parents. Ah ouais. Et bon, voilà, là j'ai un CDI, tu vois, je peux faire un crédit, je peux acheter ma maison. Bon, là, c'est la petite parenthèse que je mets moi, que je vais payer toute ma vie, voilà, Bien sûr. me signer, à tout regarder pour payer ma petite maison. Je vais voter à la mairie, parce que si un jour je décide de travailler à la mairie, le maire Ah il va ouais, regarder ouais. si j'ai voté. Ça, c'est le bon Stratégie petit de ouf. Français qui paye ses impôts, tout ça. Donc, moi, j'ai dit, est-ce que tu as vraiment envie de te lancer? La personne, elle me dit, oui, j'ai envie de tenter et tout. Donc, moi, je lui dis un truc. Est-ce que tes parents ils ont déjà eu un business? Non. Donc, est-ce que quand tu as une carie, tu vas voir un mécanicien? Tu veux lancer un business? Va voir des gens qui ont des business business, déjà. bien Tu sûr. vois ce que je veux te dire? Et échange avec eux. Parce qu'un vrai entrepreneur, tu vas lui dire, ben, je veux me lancer dans ça. Et il va te dire, ah ouais, bonne idée, putain, pense à faire ça, tu peux faire. Il va te donner d'autres idées, tu vois, des solutions. Tes parents ou tes collègues qui n'ont jamais lancé de business, peut-être pour te protéger, vont te toujours voir le côté négatif du truc. Ah mais attention, t'as vu Gérard, lui, il a fait et il n'a pas réussi. Après, derrière, ben, il a eu plein de factures à payer. Et il a Ouais, eu- puis c'est le bon tu vois. côté aussi de l'algorithme, c'est-à-dire que quand vous commencez à vous intéresser à un sujet, tout le monde est là, oui, l'algorithme, il vous crée des croyances et un petit secteur de fenêtre d'Overton et tout. C'est vrai, mais si vous êtes intelligent, c'est vrai que si vous regardez que des meufs à poil en maillot, C'est ça. l'algorithme va vous mettre de plus en plus de meufs à poil en maillot. Si vous écoutez des vidéos de gens qui montent des boîtes, Ouais. c'est incroyable, il va y avoir de plus en plus de vidéos de gens qui montent des boîtes. Et nous, dans nos stages, je vais dans ton sens, on a des gens qui sont dans des milieux pas du tout dans le business, qui, à force de s'y intéresser, se sont auto-montés le bourrichon en passant d'une chaîne à l'autre, et qui sont arrivés dans nos formations de coaching ou dans leur formation de business. Donc ils ont pu, j'ai envie de dire, hacker cet environnement proche, et ils ont pu s'en sortir par les réseaux sociaux. Donc en fait, c'est un super outil, c'est comme un couteau, c'est comme une calache, c'est un super outil, que je dis. il faut juste l'utiliser correctement, quoi. Mhm. Là, vous êtes suivis tous les deux par combien de personnes? Là, moi, actuellement, sur toutes mes plateformes confondues, j'ai plus de 3 800 000 personnes. Ah, Ok. c'est un monsieur, hein. En 2 ans, c'est vraiment un En truc de 2 ans, monsieur. ouais, en 2 ans. Toi, Guillaume, Moi, je dois être j'ai fait 28, 80 et 30. Donc on doit être autour des 150 000 à peu près, toutes plateformes confondues. Ça, c'est bien de faire entre guillemets, la comparaison, parce que, et Guillaume, il a dit quelque chose sur lequel je veux rebondir, c'est que c'est vraiment un outil. Et que c'est pas non plus l'outil principal, puisque on voit la différence de followers entre moi et Guillaume, et on voit que Guillaume a très bien réussi à lancer ses entreprises, à monter des salles, à monter plein de business. oui, il a une communauté, hyper Voilà, active, hein. donc c'est pas forcément les jeunes de suite se disent oui, moi je veux 1 million de followers, si ça. Il y a plusieurs sujets qu'il a sortis et qui correspondent tous les uns avec les autres. C'est qu'il a dit il faut savoir gérer une entreprise. Moi, pour l'anecdote, j'avais 100K et avec 100K, je ne générais pas 1 euro. Jusqu'à que je fasse marche arrière comme toi, à me dire je vais me pencher sur la stratégie, sur comment je gère, comment je fais ma com, tout ça. Donc tout ça, c'est tout ce qu'il a dit. C'est vrai que ça se rassemble et c'est important de le prendre D'ailleurs, en compte. Mehdi, on en avait parlé, je me souviens plus, je crois quand on était à Caen. Mm. Il y a beaucoup d'influenceurs qui ont des très grosses communautés, qui se lancent dans le milieu du sport. Et en fait, quand on creuse un peu, ils génèrent rien du tout. Nous, on a des paniers moyens sur Rouleur Athlétique. On va donner un exemple, mais par exemple, on a un client, il nous demande une promo. Il nous demande un code promo. Bah, vite fait, on va regarder dans notre fichier client. Et en fait, un jour, j'ai carrément donc Yannick qui me contacte, qui vient voir, il me dit ouais, gros, viens dans le bureau et tout. Je m'assois et tout. Il me dit est-ce que tu as vu les paniers moyens de nos clients? Je dis bah non, il me dit gros, cette année-là, à chaque fois que je suis allé chercher un client dans le fichier client, on est sur du 2-3 000 euros. Parce qu'en fait, les gens rentrent chez nous, ils prennent une prog. Ils ont adoré. Donc ils ont fini 10 semaines. Ils en reprennent une deuxième. Après, ils regardent nos vlogs. Putain, c'est bonnard, faut que j'y aille. Bam, coaching week.
500. Après, putain, franchement, c'est la folie, j'ai envie de passer le BP ou le CQP, bam. Mais bon, évidemment, je vais faire vos formations. Bam, bam, bam. En fait, nous, l'avantage, c'est comme ça qu'on s'est fait connaître. C'est-à-dire qu'on a commencé à vendre une prog. Le 1, il en a voulu une deuxième, il en a parlé à 2. Donc en fait, on est passé de 0 € à 600 000 € de chiffre d'affaires sans faire de pub. On a commencé à faire de la pub sponsorisée, vraiment, Google Ads, etc. Quand on avait trop de trésor, que moi, j'avais plus de fringues à acheter, et que je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait de cet argent ? Ah il y a Google Ads et il y a Facebook Ads. Et là, on a commencé à faire de la pub. Et ce que je veux vous expliquer, ça c'est super important, c'est que on a eu aussi le cas dans les attaques avec les wokistes, etc., où les mecs ont essayé de mobiliser des communautés de 500 000 personnes contre nous. Ils ont fait, oui, il faut aller sur sa page Google et mettre des avis négatifs. Ils ont demandé de faire ça à 500 000 personnes, on en a eu 4. Nous, on a dit à 60 000 personnes, les gars, on se fait attaquer sur notre page Google, s'il vous plaît, allez mettre des avis. On en a reçu 387. Donc en fait, il y a des communautés de soldats et il y a des communautés de gens qui sont là juste pour regarder. Je pense qu'un bon conseil sur les réseaux sociaux, c'est au-delà du chiffre. Et 1,6 million, 3 millions sur 2 ans, le mec, il a fait un travail de ouf. Mais dans cette proportion-là, je pense qu'il faut toujours ramener ça à il y a combien de soldats dedans. Voilà. Nous, notre but, en plus, nous, on est dans une niche. Le marché du fitness et du bodybuilding, c'est quelque chose vers lequel on va un peu s'ouvrir parce que ça représente 40-50 fois la niche du CrossFit. Donc, c'est des endroits où vous pouvez faire des chiffres de ouf. Et moi, je vous conseille d'aller là-dedans. Il y a toujours de la place dans le CrossFit aussi. Il faut y aller, il n'y a pas de problème. Mais posez-vous la question, est-ce que vous êtes en train de générer du passage comme ça, c'est cool, c'est mignon, ou est-ce que vous êtes en train de vous faire une communauté de soldats ? Parce qu'au bout d'un moment, quand vous avez une communauté de soldats, j'ai envie de vous dire, ils vous suivent tellement que vous vendez des mugs avec votre tête dessus, les gens les achètent. Mais ce que tu dis... T'as pas créé un ticket où on peut gratter tes abdos ? Si, ouais, Extraton. Là, maintenant, j'ai lancé des compléments alimentaires. Mon associé, qui a la boîte Kotor, donc qui est très très réputée en France, qui a 50% avec moi dedans, il me dit, gros, sur Straton, on a fait un lancement vraiment souple. Les chiffres, ils sont incroyables. Je dis, mais bien évidemment, j'ai que des soldats. Au bout d'un moment, mes soldats, les mêmes compléments, ils peuvent les prendre ailleurs, ils peuvent les prendre chez moi. À partir du moment où nous, on explique qu'on a les meilleurs labels de qualité, qu'on a les meilleures sources, entre les prendre ailleurs et les prendre chez moi, évidemment qu'ils les prennent chez moi. Ils ne s'attendaient pas du tout à ce résultat. Ce que tu dis, Guillaume, c'est bien parce que, comme tu dis, avoir des soldats, générer de l'argent, lancer ce business. Et comme tu as dit tout à l'heure, les réseaux sociaux, c'est un outil. Mais moi, ce que je dis souvent, ça c'est important de le préciser, lancez-vous sur les réseaux sociaux, mais avec un métier. Guillaume ou moi, pourquoi moi j'ai réussi à me développer, pourquoi Guillaume réussit à développer ses entreprises ? Parce qu'on a mangé du terrain et qu'on a un réel métier. Là, il a relevé un point. Les premières grosses rentrées, c'est les progs où tu t'es fait le présentiel, mais après en ligne où tu te fais connaître encore un peu plus sur le territoire ou dans le monde, c'est les progs. Mais faire des bonnes progs, c'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir un métier, faut connaître son métier, il faut avoir des années d'expérience sur le terrain, il faut avoir rencontré des problématiques avec des clients, toutes sortes de problématiques pour se dire là, je lance ma prog. Mais je vais mettre tel ingrédient pour que ma prog soit carrée. D'ailleurs, je pense que quelqu'un qui se lance en sortant du BP ou du CQP demain là, et qui se dit dans 2 ans j'ai 1,6 million, c'est soit il a vraiment une connaissance algorithmique fabuleuse, soit il n'y arrivera pas. Ce qui fait que je pense que monsieur a réussi, c'est qu'en fait, il y a tellement d'années de taf derrière. Et c'est pareil, il a commencé à faire du contenu viral, mais en ayant déjà une page qui avait une image de notoriété. C'est-à-dire que la compétition, la préparation, son entraînement à lui depuis toutes ces années, son professionnalisme. Il y a un problème, à mon sens, actuellement, c'est que, alors nous, vraiment, dans le CrossFit, c'est vraiment exagéré. Et j'en ai déjà éclaté quelques-uns, donc je ne vais pas recommencer. C'est costaud aussi. Mais des gens qui ont passé un BP, ils ont coaché 2 ans en salle, et là, ils ont monté leur organisme de programmation. 2 ans, tu es gentil. Il y en a qui l'ont fait à la sortie du BP. Et en fait, on les reconnaît tout le temps parce qu'en fait, ils sont nuls. Ils font beaucoup de vidéos. C'est la génération, j'ai 20-25 ans. Ils sont d'ailleurs du 13. Mais c'est nul. C'est-à-dire qu'il n'y a rien derrière. Et en plus, comme ça... Alors, il y a aussi un autre point. Comment on reconnaît quelqu'un qui a rien à raconter ? C'est qu'il va vous décortiquer des trucs... Pardon, la plante. Il va vous décortiquer des trucs
de manière extrêmement technique sur un sujet où nul à chier. Ouais. Ouais. Il va Avec un prompteur. voilà, il va nous faire des analyses de la vitesse à laquelle tel mec il fait son GHD sit-up en compétition en 0,2 secondes et qu'est-ce que ça donne à la fin de l'épreuve par rapport au mec à côté qu'il a fait en 0,28 secondes. Alors je vous explique, quand quelqu'un il en est là pour créer du contenu, il faut partir parce que c'est nul, ça ne se joue pas là-dessus et plus le mec veut faire compliqué, ce que j'appelle moi des ingénieurs, plus le mec en face il fait des trucs d'ingénieur complexes, moins il y a de compétences. J'ai envie de dire, la courbe, elle est inversement proportionnée. Ben, c'est parce que le gars, il a passé plus de temps à faire de la lecture Ouais. qu'à soulever des haltères. Il a pris toute la théorie, mais il n'a pas pris les principes de la théorie appliqués sur le terrain pour se faire sa propre théorie. C'est souvent ça qu'on voit. Et puis moi, je vais te donner l'anecdote justement de ce que tu dis. Moi, je vois des gens qui sortent du BP, qui se lancent sur les réseaux, qui sont suivis par 200, 300 000 personnes. C'est très facile d'avoir une étude, de la mettre en face sur un prompteur et de dire voilà les principes de l'hypertrophie, c'est ci, ça, ça. Je vais te donner une anecdote. Moi, comme j'ai pratiquement 15 ans de coaching, 24 ans de pratique, j'ai commencé comme tout le monde. Les 4-5 premières années, j'ai fait n'importe quoi. Hein. 3 fois les pecs, 5 checkers de gainer par jour pour prendre vite. On n'avait pas autant d'informations que maintenant. À l'époque, j'avais 16 ans, donc j'en ai 41. Je te laisse imaginer les salles comme c'était. Mais moi, j'ai tourné avec une marque récemment des vidéos. Je suis monté une journée complète. On devait tourner 10 vidéos où je devais simplement expliquer des exercices. Pendant que je les faisais, on en a tourné 60. Le gars, il m'a dit comment tu fais, t'es une machine. Je dis non, je suis pas une machine. Je dis en fait, tu me demandes de faire un squat. C'est ce que je fais tous les jours. C'est mon métier en fait. Tu m'as pas posé une colle ou tu m'as parlé de la plomberie. Je suis coach. Je suis capable, moi, de te faire toute la journée On fait des ça toute la journée, bien sûr. sans avoir un prompteur. Bien sûr. J'explique un squat, j'explique une fente, j'explique un développé couché. C'est mon métier. C'est là que tu vois qu'il y a beaucoup de lacunes quand ça commence, comme tu dis, d'un truc simple où tu as 3 consignes. Moi, des fois, je dis à mes stagiaires, allez, donne-moi, là, tu dois expliquer un squat à quelqu'un, donne-y que 3 consignes. Les trois les plus importantes avant qu'il prenne sa barre. Toutes les autres, tu vas pouvoir les faire sur le temps en fonction de comment ils vont se comporter avec la barre. 3 consignes, qu'est-ce que tu vas dire ouais, dans le livre, il t'en a donné 10. Et lesquelles c'est les 3 les plus importantes? C'est là que tu vois le métier sur le terrain, des gars qui ont bossé et des gens qui sortent de l'école et qui se disent influenceurs avec un prompteur. Et alors je te parle du mécanisme, de l'articulation et de ci et de ça, mais c'est du bullshit total quoi. Tout à l'heure, tu nous as dit que tu avais 100 000 followers à un moment donné et que malgré ces 100 000 followers, tu n'arrivais pas à générer de l'argent. Et en fait, la question que je me pose, moi, c'est à quel moment tu as compris que poster, ça suffisait pas. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu as fait pour ça ? C'est pas j'arrivais pas à générer de l'argent, c'est que j'en générais pas plus. Hmm. Je générais déjà pas mal parce que j'avais une grosse clientèle en présentiel, une grosse clientèle en coaching personnalisé à 100%, on appelle ça coaching premium, avec un suivi, avec des échanges avec la personne, tout ça. C'est dans les programmations que j'ai lancées. Mauvaise stratégie, mauvaise communication, peut-être pas les bons posts au bon moment. Les supports peut-être que j'utilisais, toute une communication à refaire en fait. Comme il disait Guillaume, j'ai un très bon produit. Moi, ma programmation me faisait kiffer parce que j'aurais pu la faire moi-même. Quand je la regardais, je me suis dit, mais level 1 la programmation, c'est de la bombe. Mais maintenant, comment je la vends? Et après, je me rappelle du loup de Wall Street. Tu sais vendre un stylo, tu sais vendre une programmation. Donc, apprendre à vendre. Je suis un bon coach, ok. Est-ce que je suis un bon vendeur? Non. Maintenant, il faut que je me forme un petit peu à la vente. Que je mette des stratégies en place, que je commence à me renseigner, à me former, à m'ouvrir aux autres, à pas penser que c'est toujours moi qui détiens la vérité parce que j'ai 100 000 abonnés. Il y a des gars qui en ont 5 000 et qui génèrent plus que moi. Comment ils font? Je te disais la dernière fois, le principe de Thibaut Inchep, tout le monde l'a critiqué, c'est de la merde ce qu'il fait, ok, il y a du négatif, mais moi, j'ai pas la mentalité, on va dire, entre guillemets, à la française. Je me concentre sur le positif des gens. Le mec, il génère des millions d'euros, comment il fait? Je veux pas savoir ce qui fait mal, moi, je veux savoir ce qui fait de bien. Ouais, puis là où c'est fort, c'est que sur ta page, on voit que tu as créé une vraie singularité. C'est-à-dire que y a un moyen de se lancer sur les réseaux, c'est de voir ce que les autres y font et de refaire pareil. Ça fonctionne très bien. Moi-même, dans mon mastermind, je veux que les gens ils se développent un side business pour atteindre un niveau d'aisance financière. Et je leur dis, les amis qui sont dans le sport, c'est très simple. Vous prenez ma page de vlog. On a fait 300 vlogs sur les 5 dernières années sur YouTube. Vous prenez les mêmes sujets, vous les refaites. Avec votre manière à vous. Et ce que je veux dire, c'est que ça, c'est aussi un truc qui est, à mon sens, vraiment ultra important.
c'est qu'il ne faut pas faire comme les autres pour ressembler aux autres. Il va falloir arriver à regarder ce que font les autres, mais pour le faire avec sa sauce à soi. Donc Greg, il ajoute un peu d'humour, il s'inspire de trends, mais il y a quand même sa patte à chaque fois. C'est ce que Tu vois, je dis, dans la faut garder position, l'authenticité. dans son positionnement, dans son sourire, dans son acting, il y a toujours sa patte à lui. Moi, par exemple, je sais que je pourrais accélérer sur les réseaux sociaux, parce que j'ai des jeunes dans mon équipe, donc il y a quelques trends TikTok qui marcheraient bien, on ferait. Et en fait, le problème, c'est que moi, je me suis enfermé dans un rôle où je peux pas le faire. C'est-à-dire que moi, je suis le Dark Guious, je suis relativement anti-système, je suis anti-trend. Les montages, ils sont bruts de décoffrage. Moi, là, si je regarde mon téléphone, dans la journée, j'ai 2 personnes qui m'ont démarché pour faire du montage de mes vidéos. Mais en fait, on veut pas faire plus sexy parce qu'on s'est enfermé dans le côté un peu brut, pas au sens brutal, au sens travailler le moins possible, tu vois, pour garder cette authenticité qu'on a nous. Donc nous, c'est ça aussi qui a fait qu'on a cette communauté de soldats, c'est-à-dire que on n'a pas fait de buzz qui d'un coup nous a ramené sur une vidéo 2 millions de personnes. On aurait pu le faire. J'ai plein d'exemples dans le CrossFit de gens qui l'ont fait, mais moi je suis sûr et certain que c'est des meufs, elles ont fait une vidéo trend machin où elles sont en poum poum short et en brassière seins refaits, donc elles ont fait 8 millions de vues, leur Instagram il a pris 200K dans le mois et elles ont vendu quoi derrière? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Moi derrière je vais vendre parce qu'en fait j'ai une image, elle est tellement brute et elle est tellement authentique que bah je vais prendre mes 300 followers toutes les 2 semaines. Mais c'est 300 mecs qui viennent en se disant ok clients. voilà, C'est tu vois, ça. c'est Bien ok, sûr. là je viens vers lui parce que lui le chichi il l'a pris, il a fait comme ça, il l'a balancé dans la poubelle. En fait, il ne parle pas du tout pour les gens qui aiment pas ce qu'il fait, pardon. Il en a rien à péter de la vie des gens. Il a bossé pour se créer un point de vue et il m'expose son point de vue brutalement, durement. Et c'est pour ça que dans ce ratio-là, je pense que les gens qui se lancent, moi je trouve que le travail de Greg il est très bon, c'est-à-dire que lui il a pris The Best of Both Worlds, il a pris le meilleur des 2 mondes. Il a pris le côté viral des vidéos, mais en y mettant son authenticité. Et dis-moi si je me trompe, mais c'est quand tu as commencé à faire ça que tu as réussi à grave monétiser. Ah oui, bien sûr. Ben, en fait, justement, ça me fait plaisir que tu dis ça. C'est qu'on en avait parlé déjà. Moi, j'ai percé quand j'ai commencé à mettre vraiment ma personne sur les réseaux. C'est-à-dire, moi, mes têtes que je fais, le matin, on rigole avec mon vidéaste parce qu'on tourne des vidéos. Et bien sûr que derrière, dans le fond, tu es obligé de flouter à fond. Bon, déjà, pour pas faire apparaître les gens, mais tu as toujours un con qui est accroché à la corde, il te fait un exercice, je sais pas où il est allé me le chercher. Et en fait, cette tête que je fais à l'écran, c'est la tête que je fais vraiment, tu vois, où je le regarde, je suis comme ça, tu vois. Et le gars, en fait, mais moi, j'ai réussi déjà en présentiel à exploser grâce à ce côté-là. C'est-à-dire, je suis un chambreur. Moi, quelqu'un qui fait mal un exercice, je vais lui sortir une connerie avant de lui donner la T'as correction. le bon côté du Marseillais. Voilà. T'as le bon côté. En fait, j'arrive, tu vois, je vais le chambrer, ou je vais dire, qu'est-ce que t'es en train de me faire là? Tu vois, le gars, ben, il va un peu sourire. Du coup, mon conseil, il prend plus facilement parce que j'ai créé déjà un petit lien. C'est le bon côté du sudiste. Voilà, je suis rentré dans son intimité et du coup, il va m'écouter. Et du coup, dans mes vidéos, je le faisais pas. Et comme tu dis, c'est quand j'ai mis l'authenticité, mais je me suis donné une règle. Alors, un post tous les 10 fois, on s'en fout, on le fait pour rigoler. Bien sûr. Mais je me suis donné une règle, c'est que je me dis, humour ou pas, dans chaque vidéo, tu dois apprendre un petit truc. Que Bien ça sûr. soit la position d'un coude, du poignet, l'écartement des bras, les pieds au sol ou quoi, faut que tu apprennes un petit truc pour dire, et moi ça me fait plaisir, parce qu'à chaque fois à la salle, Greg, tes vidéos, elles m'aident beaucoup. Et ce qui me fait d'autant plus plaisir, c'est qu'on est parti à l'étranger, des bodybuilders professionnels qui font Olympia, qui se sont abonnés à ma page et qui m'ont montré quand j'étais en Thaïlande à l'aéroport, regarde, je te suis, tes vidéos, elles sont top. Génial. Parce que tu as une autodérision qui est Mmh. super. Et moi, je pensais même pas toucher ce genre de personnes. Bien Moi, sûr. c'était monsieur, madame, tout le monde. Ah, c'est Quand j'ai génial. vu des pros Olympia s'abonner à moi, là, des gens comme Ali Hit qui ont fait 2e là, à Olympia s'abonner à ma page et me féliciter, je me suis dit, ben, même avec de l'humour, on peut Ouais, faire c'est passer bien. des messages aux professionnels, quoi. C'est sûr. Et puis, ça, on arrive à les faire passer, toi à ta façon, moi à la mienne, grâce à notre personnalité, grâce à notre métier. Mmh. Comme je dis, voilà, il y a de plus en plus d'influenceurs qui se lancent comme ça, ils sortent d'un BP. Moi, pour ma part, Guillaume, lui, il a une grosse expérience dans le sport. Moi aussi, moi, je peux dire que j'ai touché le niveau pro,
Des fois, on me dit, ah ben vous êtes des influenceurs. À la salle, ça m'a fait rire une fois, parce qu'il y a un gars qui me dit, ah maintenant, vous vous entraînez plus, vous. Faites que de vous filmer, vous êtes que des influenceurs. Je dis, mon ami, j'ai fait 2 disciplines dans ma vie, le foot et le bodybuilding. Je suis allé au niveau pro dans les 2 disciplines. C'est que quand même, quelque part, je suis pas mauvais en sport. Tu vois? Toi, tu as fait ton summer body depuis 15 ans, et moi, je suis allé dans 2 sports où je suis allé jusqu'au niveau professionnel. Donc, je pense, même avec de l'humour, être légitime dans ce que je fais. Mais garder l'authenticité, c'est très important. Et moi, ce que j'aime aussi chez Guillaume, c'est que il a ce côté, moi je lui dis tout à l'heure, je rigolais, et c'est pour ça que j'ai voulu le rencontrer. Ce côté, quand il parle, tu as l'impression que tu es dans une quête exclusive sur une émission de légionnaire et qu'il est face à un regroupement. Mais c'est quelqu'un, au final, qui est ouvert sur plein de trucs, et c'est pour ça qu'il réussit ses business, tu vois. Parce qu'il y a plein de gens qui ont son apparence avec sa posture et qui vont te dire, ah, les réseaux sociaux, il n'y a que des cons, c'est nul, ça sert à rien, les mecs. Non, les réseaux sociaux, c'est un outil, quoi. Ce qui est très drôle, je me permets de rebondir, c'est que les gens qui ont pu penser à une époque que j'étais obtus, en fait, c'est une manière détournée de me critiquer que j'accepte pas, excusez-moi pour le gros mot, leur merde. C'est-à-dire qu'en fait, les gens confondent. J'ai passé 12 000 nuits blanches à cogiter mon concept, le mouvement, la bioméca et tout. Et donc, j'ai tourné le problème dans tous les sens. Et donc, je sais que ce que tu es en train de raconter, c'est de la merde. Et moi, je l'accepte pas, donc je te dis que c'est de la merde. Ils te disent que ça, c'est de la fermeture d'esprit. Alors que eux, ils ont pas fait le travail. Quand j'ai fait des vidéos où j'explique le butt-wink et tout, le mec, il me dit... J'ai eu des commentaires genre... Ouais, monsieur, je sais tout. Mais évidemment que je sais, gros. Est-ce que tu as passé le temps que j'ai passé à étudier le truc? Il y a des mouvements en haltéro. Et je peux prendre l'exemple de la boxe de Yana CrossFit en Guyane, où j'ai donné le stage en présence de Redon Manouchi. Je lui ai montré, donc champion d'haltéro reconnu en France. Je lui ai dit, Redon, je vais corriger 60 personnes. Je vais donner 2 phrases. Et les 60 personnes, dans 2 reps, elles ont plus le défaut que nous, ça fait des années qu'on n'arrive pas à corriger. Il m'a dit, bah, vas-y, je veux voir. 2 consignes, 2 reps, 60 personnes de corriger. Et quand je dis ça avant, le mec lambda, il va me dire, mais pour qui il se prend ce mec? Mais en fait, je le montre. Mais comment j'en suis arrivé là? Mais vous imaginez pas la quantité de travail et de recherche. De recherche et développement dans la tête. Mais pourquoi on n'arrive pas à corriger ce truc? Tu vois? Et donc, en fait, aujourd'hui... C'est pareil dans la politique. Quand on échange sur des sujets politiques ou quoi, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, moi, j'ai décidé de mettre mon fils dans une école privée pour pas qu'il y ait des trans qui lisent des histoires à mon enfant. C'est mon point de vue. Ça me regarde que moi. C'est moi. Je suis un facho. J'ai le droit de choisir comment... J'ai pas pris mon enfant, je l'ai pas mis dans une ferme dans les Alpes de Haute-Provence et je lui fais pas l'école à la maison. J'ai juste quand même... C'est mon fils, c'est pas ma propriété, mais je suis son père. J'ai quand même le droit d'avoir un tout petit regard sur ce qui va se passer dans son école. Tout petit. Eh ben, tu dis ça, t'es fermé d'esprit et tu es intolérant. Dans le sens de tout, sinon si tu vas à l'encontre d'une opinion, t'es... C'est la limite de la tolérance. En fait, les gens vont confondre l'ultra-tolérance et la fermeture d'esprit. Alors, encore une fois, petit scoop, être ouvert d'esprit ne veut pas dire tout accepter. C'est-à-dire que tous les gens qui me rencontrent s'aperçoivent qu'on peut, avec moi, parler de tout, de dev perso, de sexualité, de programmation d'entraînement, de vision du monde, de politique. Je suis ouvert à tout. C'est juste qu'il y a un niveau de caca intellectuel que, par contre, j'accepte pas et je l'annonce, placement de produit. Je viens de déposer une marque qui s'appelle Hold the Line. Je ne sais pas ce qu'on va en faire, mais je vais réunir des gens. Ça peut être toi, ça peut être ça. En fait, on va se réunir autour d'un concept où nous, on est comme Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, tu vois. On arrive avec notre sceptre là et on dit non, vous passerez pas. C'est-à-dire que moi, je veux bien accepter que le monde il aille dans un sens, et il y a un niveau où moi, il ira pas plus bas. C'est-à-dire que tant que je suis là, plus bas on n'ira pas. On tient la barrière, tu vois. Ils veulent absolument baisser le niveau. Je sais pas jusqu'où on va aller. Est-ce qu'on va taper dans l'éducation?
Est-ce qu'on va aller dans l'alimentation? Est-ce qu'on va faire intervenir du médecin? Est-ce qu'on va faire intervenir du coach sportif? Ça peut aller tellement loin. Mais actuellement, la couette, elle est tellement tirée vers le bas que j'en ai carrément créé une marque. C'est-à-dire que moi, je veux pas qu'on revienne à l'ancien monde. Je pense que les avancées sociétales, par exemple, qu'on a en 2025 font qu'on a une société qui est quand même plus égalitaire et plus ouverte dans tous les domaines que dans les années 20. Ok, mais il y a un niveau, il y a des dérives. Voilà, il y a une dérive où il ne faut plus aller. Et carrément, moi, j'en fais une marque là, carrément. Mais c'est comme dans tout, Guillaume. C'est les excès qui font Exactement, c'est toujours l'excès. On peut être ouvert à tout. Après, il y a des excès prévisibles. Hein. Il y a des excès qui étaient prévisibles. Je ne vais pas m'étaler sur certains sujets, mais il y a des excès qui étaient prévisibles. Et quand certains disaient non, faut pas aller là, parce que oui, sur le principe, la liberté, on fait ce qu'on veut, machin, on est tous d'accord là-dessus. Mais le problème, c'est que si tu commences à ouvrir cette porte, il y en a plein qui vont s'engouffrer dans cette porte. C'est exactement ce qui se passe. Ils vont ouvrir d'autres portes. Parce mais que c'est dans tout. Je vais te dire, moi, je vais aller encore moins loin. Je vais revenir au plus basique, c'est-à-dire notre métier dans les salles de sport. On parle du fitness, tu as dit que petit à petit, tu revenais vers le fitness. D'ailleurs, pour moi, le crossfit, c'est quand même un dérivé du Absolument, fitness. Absolument, 100%. Mais voilà, maintenant, tu vas venir plus vers le fitness parce qu'il y a plus de monde, il y a un marché qui est plus gros, voilà, et c'est normal. Il y a des excès dans tout. Nous, dans les salles de sport, j'en ai parlé la dernière fois, on fait face aux trépieds. Donc, on utilise des trépieds. C'est très bien pour nous, les coachs. Comme je disais, il y a des gens, il faut interdire les trépieds. C'est des coachs qui disent ça sur les réseaux. Mais à ton coaché, tu lui demandes souvent de t'envoyer des vidéos, d'accord, d'exercices. Donc, c'est logique. Le gars, des fois, voilà, il a un trépied. Comme je disais la dernière fois, je préfère voir des jeunes se filmer que fumer des joints devant un bâtiment. Voilà. Maintenant, l'excès, c'est quoi? Il y a des filles qui ont des comptes mimes et qui vont mettre le string qui dépasse du legging pour se mettre devant le truc dans la salle, le soulevé terre, j'ai entendu, et qu'après monétisent leurs vidéos. Là, ça part dans tous les sens dans la salle. Là, c'est encore des excès. Ouais, c'est une salle de fitness qui est transformée en studio de vidéo. Alors, je dis filles comme attention, pour du compte memes. Là aussi, je dis filles comme ça peut être mec, des dérives sur autre chose. On parle de ça, voilà. Pas envie de me mettre encore toutes les féministes à dos parce que je l'ai assez fait avec certaines vidéos. Mais voilà, c'est les excès qui font que, tu vois. Tu autorises des trucs, voilà, il n'y a pas de contrôle par exemple sur la programmation en ligne. Si tu es un coach diplômé, certifié. Ah non, mais alors, en plus, tu nous dis ça. Nous, on a le numéro 1 français du CrossFit qui vend des procs depuis 2015. Il a passé son diplôme en 2023. C'est pareil. Enfin, c'est l'alu complet. Le bodybuilding, c'est pareil. Je ne vais pas donner de nom. T'étais dans le foot. Ouais. Eh ben, t'as eu cette stat là que je crois qu'il y avait un truc genre 90% des entraîneurs de Ligue 1. Ils ont pas de diplôme. On appelle ça des prête-noms. Et ils ont pas de carte pro. Ouais. Non, mais... Et en fait, il y a un gars dans le club qui a la carte pro, et on appelle ça un prête-nom. Moi, je l'ai connu à Istres, l'entraîneur n'avait pas de diplôme de pro, mais il y avait un gars dans le club qui était directeur sportif ou autre, lui, il avait le diplôme, et c'était son prête-nom. C'est un délire. Voilà. C'est un délire. Nous, mais en coaching en ligne, par exemple, voilà, ça fait partie des excès. Toi, il faut que ton stagiaire, il ait une demande pour pouvoir rentrer en formation. Non mais le mec peut pas rentrer en formation si la direction départementale, elle lui a pas délivré son numéro de pré-carte professionnelle. Ouais. Non mais on est dans quel Donc délire. voilà, les excès, ça vient de là aussi, Guillaume. Bien sûr. On se retrouve avec des gens, il faut savoir que les excès, on se retrouve, tout à l'heure on en parlait, avec des gens en mauvaise santé. Par rapport, aucun contrôle sur la programmation en ligne. Alors ça veut pas dire que parce que tu as un diplôme, tu es forcément un bon coach. Mais quand tu as un diplôme, tu as quand même, point de vue légal, tu as le droit de coacher. Et après, c'est à toi d'aller chercher certaines informations. Donc, tu es moins sujet à détruire les gens. Voilà. Mais après, c'est à toi d'aller chercher les informations et de te former. En sécurité, normalement, c'est OK. Voilà, il y a un minimum, je dis bien un minimum, de connaissances. Après, tu vas te les faire toi-même. Mais la dérive, elle est que voilà, maintenant, n'importe qui lance un programme en ligne. Je m'appelle Jean-Jacques, j'ai fait 10 pompes dans ma chambre, demain je vais sortir un programme et je me fais une communauté parce qu'il y a des gens qui s'entraînent dans leur chambre qui vont me suivre, qui n'ont pas d'argent pour acheter de matériel. Je me fais 10 000 followers, je vais vendre une programmation à 100 €, mais comme j'ai des gens, des bons soldats, comme tu dis, sur 10 000, il y en a 7 qui achètent, je me suis fait 70 000. Les mecs, j'aurais fait faire de la merde, j'aurais donné un régime parce que c'est une perte de poids, ils mangent que des haricots et du poisson blanc. Et après, je mets avant-après.
Genre, voilà, regarde, lui, en 3 mois, t'as vu? Et voilà, les excès, ça en arrive là. Et puis, à cause de ces excès, t'as des bons petits coachs, des fois, qui sont pas pris au sérieux ou qui perdent des clients par rapport à ça. Et moi, au contraire, c'est pour ça que je veux dire, des gars comme Guillaume ou moi, avec une certaine bouteille d'expérience, on arrive à se développer dans notre business parce qu'on arrive avec des connaissances et on va faire la différence avec toutes ces, on va dire, ces parasites, quoi. C'est hyper important. Nous, avec Movit Academy, parce que Movit Academy, c'est un centre de formation qui forme les futurs coachs pour le métier de coach sportif. Et tous les coachs qui sortent de formation ils savent coacher de manière sécuritaire un adhérent, mais ce qui va faire qu'ils vont être bons, c'est le temps. On n'arrête pas de le dire. Il y en a plein dans certaines sessions, que ce soit dans notre centre de formation ou dans d'autres centres de formation, ils sortent, ils se lancent en ligne. T'as pas vu un client. Donc forcément ce que tu vas délivrer, c'est nul. Comment tu veux corriger un mec si t'as pas eu pléthore d'adhérents sur qui tu as pu corriger certains exercices? C'est impossible. Et d'ailleurs, tu vois, c'est parce que là, par exemple, moi, je t'écoute avec mon regard wokiste. En fait, je trouve que ton discours est extrêmement intolérant, tu vois. Et en fait, c'est pour que ce discours redevienne la normalité que j'ai pensé à hold the line. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il suffit que tu mettes le doigt en disant non, là c'est une dérive. T'es pas tolérant. T'es intolérant, tu vois. Et en fait, il faut remettre à la mode des hommes et des femmes qui disent non, là, c'est un niveau de standard, j'y vais pas. Tu vois, il faut que ça redevienne OK de dire que non, ça, c'est pas OK. Tu vois, aujourd'hui, si t'es pas dans le fait tout et nimp, à partir du moment où tu veux mettre une barrière, tu passes pour le pire. À côté, Staline, c'était un enfant de cœur, tu vois. Et je ne comprends pas. Et donc, on parlait tout à l'heure avec Greg pendant qu'on mangeait de notre côté influence. Moi, je suis pas créateur de contenu. Lui, il est pas créateur de contenu. On est influenceur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont influencé la société et on en arrive à là aujourd'hui. La moindre barrière, t'es facho. Alors non, attends, on va revenir à un truc. La vie, elle est pas juste. La vie, elle est pas égalitaire. La vie, elle t'attend pas. La société, elle en a rien à taper de toi et elle ne te doit rien. Et au passage, tu parles comme tu veux. Moi, je suis fils d'immigré. Toi, t'es fils d'immigré. On est fils d'immigré. Je te donne un exemple très simple. Mon père, il est issu de l'immigration laotienne vietnamienne. C'est fou. Mais je les vois jamais casser des bagnoles. Mais sur les vidéos, je les ai pas vus éclater des voitures sur les champs. Tu vois. Donc, ce que je vais expliquer, c'est que, en fait, c'est pas une question d'origine, c'est une question de personnalité. Je reprends tout le temps cet exemple. Mon petit Sofiane que tu as rencontré à Caen, né à Grigny, première cité qui a brûlé en 2010, dernière cité qui a brûlé en 2010, il a tout l'environnement pour finir dealer à brûler des bagnoles. Il a tout. Il a le package. Il a la tête, il a les vêtements, il a l'appartement, il a la localisation géographique, il a l'environnement. Ce minot, il est venu chez nous, en camp A. On lui a fait comprendre que son problème, c'était pas sa tête, c'était pas son origine, c'était qu'il se baladait avec la cité sur lui. Il est sorti du camp A en juillet, avec un vrai plan d'action sur sa vie. Il est rentré en CQP. Il vient de finir son CQP, il s'est mis en ligne, il commence à bosser, etc. tu vois. C'est-à-dire que le changement de vie démarre parce qu'à un moment, tu dis « Eh ben non, moi, je tiens la barrière. » C'est ça. Ça commence par là. Je hold the line. Ça, on en a parlé avec Mehdi. L'environnement, il ne faut pas que ça soit une excuse. Faut pas que ça soit c'est pas un facteur facilitant, ça peut être un facteur qui t'aide pas. Ça dépend de comment tu vas prendre ta vie en main en fait. Soit tu t'es limité à te dire je suis... en fait, moi des fois ce qui me fait rire, moi je suis issu des quartiers nord de Marseille, je suis né dans les quartiers nord, j'ai pas mal de collègues à moi de toutes les origines qui ont réussi, d'autres qui n'ont pas du tout réussi, qui sont morts, qui sont en prison, qui sont tout ce que tu veux. Et pourtant on a un groupe qui a réussi, mais ça c'est... le caractère de la personne. Est-ce que, parce que des fois on se dit dans les quartiers, ouais, nous on est anti-système, tout ça, il y a beaucoup de moutons aussi. Est-ce que je suis un mouton à rester dans le quartier, à pas bouger, à être ce mouton de quartier, parce que moi j'appelle ça le mouton, ou est-ce que, oui, je suis de la cité, je suis fier de ma cité, je suis fier du milieu d'où je viens, mais regarde, je viens de là, mais regarde ce que j'ai fait, tu vois. Moi c'est comme ça que je le vois.
Alors attention, on a tous passé notre petite période rebelle, même moi, à faire des conneries dans le quartier, tout ça. T'as fait des wheelings ou pas? Voilà, ouais, pas ce genre de conneries, mais ouais. On a fait des conneries. Bon, c'était pas les mêmes que ce qu'ils font maintenant, parce qu'avant, j'en parlais, on avait une certaine forme de respect déjà avec les anciens, même quand on faisait des Qu'il y a conneries. plus, hein. Voilà, dans le Qu'il y a quartier. plus, hein. Maintenant, moi, j'ai même peur pour mes parents dans les quartiers, parce qu'ils habitent dans les quartiers nord. Pour te dire, il n'y a plus ce respect. Mais voilà, faut que ça soit une force. Je dis aux gens, servez-vous de ce parcours pour que ça soit une force. Moi, sur les réseaux, c'est ça des fois, ma femme, elle me dit, putain, de partout où tu vas, tu arrives à être à l'aise et à parler aux gens. Mais des fois, je lui dis, Mel, je viens d'endroits où j'ai fréquenté les plus grosses crapules et je me suis senti à l'aise. Là, je suis avec des gens qui sont là pour travailler, qui sont là pour faire du business, et les requins de ce business, c'est pas les mêmes requins que j'avais dans la cité. Pour moi, c'est des poissons rouges. Donc, tu vois, Je vais rebondir sur ce que tu c'est dis. une force, notre parcours. On parlait de voyage, etc. tout à l'heure. En France, t'as un truc qui s'appelle l'école. Alors, je comprends que quand t'es à Paris-Dauphine, c'est pas la même que quand t'es dans les quarts de Marseille. Mais à un moment, si tu travailles, t'as des notes, etc., tu peux t'en sortir. Bien sûr. Je te dis pas que c'est la panacée, Guillaume, mais il y les a plus quand même... grosses fortunes, c'est des gens qui partent de rien dans le monde. Gros, Donc, moi je suis au c'est ça, Cambodge. Alors, j'invite tous les gens qui pensent que la France c'est vraiment un pays éclaté, qui donne pas sa chance. Allez au Cambodge. Au Cambodge, il y a 98% d'agriculteurs, il n'y a pas d'école. En fait, quand vous naissez dans une rizière, alors j'ai un scoop pour vous, il y a à peu près 300% de chances que vos enfants ne connaissent que la rizière et que la génération d'après, la rizière. En Inde, tu as un système de caste où en fait, tu as 1 milliard 400 millions de gens qui vivent dans des poubelles. En fait. Et alors, eux, ils ont trouvé un truc vraiment cool. Hein. C'est que comme ils sont hindouistes, le seul moyen de changer de caste, c'est de mourir et de te réincarner. Donc, ils vivent dans les poubelles. Ils sont super heureux de vivre dans des poubelles parce qu'ils attendent leur tour, en fait. Dans cette vie ou dans une autre, à un moment, ils seront dans la bonne caste. Tu vois, nous, enfin, il faut vraiment aller voir ces pays-là. Attends, il faut quand même préciser que malgré ce contexte de caste et cette extrême pauvreté, l'Inde, c'est le pays qui sort le plus d'ingénieurs au monde. Non, mais en plus. Et nous, en France, t'as le droit. Tous les enfants de France vont à l'école. Tous. Et on t'explique que si tu restes une raclure, c'est la faute du système. J'ai envie de te dire. Non, c'est toi qui prends tes décisions. Non, moi je suis né dans une cité. Quand j'étais au collège, les enfants ils se foutaient de ma gueule. Parce que. Donc moi j'étais au numéro 10. Non, j'étais au 16. Et au 10. Petite enquête de stup, hein, puis voilà, ils ont pris machin. Ils ont pris 20 ans chacun, parce qu'en fait, ils ont mis une photo dans le journal, ça se faisait un peu à l'époque, dans Var Matin. Ils ont retrouvé dans l'appart une palette de résine de cannabis, une palette. Il y avait la palette, le carré sur la palette. La palette de résine, il devait y avoir 6 ou 7 calaches, des grenades, de la coke, à 6 appartements, là où j'habitais. Et les enfants, ça les faisait rire de me dire « Ah tiens, c'est là que t'habites ». Tu vois, moi j'ai connu ça. Et pourtant, je suis pas devenu une raclure. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, donc, Guillaume, c'est trop des excuses, ça. C'est comme dans le coaching. En fait, c'est les clients auxquels on fait face. C'est toi, ta façon de voir les choses, ta force de caractère, tes émotions, comment tu vas vivre, comment tu vas interpréter tout ce que tu as vécu. C'est-à-dire, tu as un coaching, perte de poids. Elle va venir, elle tient pas le programme. Tu peux lui faire le meilleur programme du monde, il faut un suivi psychologique, c'est parce que, ouais, mais tu comprends, moi, toute ma vie, ma mère, elle m'a dit que j'étais grosse, et à l'école, on s'est moqué de moi, tout ça. Ça veut dire que son vécu, elle en a fait une faiblesse. Et t'as l'autre derrière qui arrive, même cas de figure, les mêmes moqueries, les mêmes problèmes, mais elle, son vécu, elle en a fait une force. D'accord ? Eh bien, en cité, c'est pareil. C'est-à-dire, en cité ou dans n'importe quel autre domaine, tu as des gens, ils sont de la cité et toute leur vie, ça sera un fardeau. Et t'en as d'autres, ils vont se dire, moi, ouais, c'est une force en fait. C'est une force d'avoir été là et de savoir ce que c'est en bas pour aller vers le haut. C'est trop important ce que je dis. Il faut que je vous raconte, je vous prends 2 minutes. J'ai un mec pareil, quand cette année-là, il arrive, donc il y a le mercredi soir, il y a une soirée, j'appelle ça confession intime. C'est-à-dire qu'on prend pas plus de 5 personnes, on les coach pendant 5 jours, c'est vraiment un camp de développement perso. Et la soirée confession intime, on commence tous à manger et on mange à la salle. En général, ça commence à 21h, je finis à 2h du matin. Chacun raconte son histoire. Et on a un jeune, pareil, donc comme quoi le sport, c'est vraiment un truc de fou.
il nous raconte comme ça, ouais, ben voilà, moi, toute ma vie, j'ai vu mon père taper sur ma mère et tout, et tout, et tout. Et donc voilà, ça m'a grave traumatisé. En plus, à l'âge de 18 ans, eh ben, à un moment, il a commencé à lui taper dessus. Et en fait, ah bah, j'ai pas supporté et je lui ai cassé la gueule. Moi, je suis là comme ça, j'ai dit, ah ouais, et tout. Ouais, je lui ai cassé la gueule. Et en fait, eh ben, comme il avait encore de l'autorité sur moi, ils m'ont envoyé en psy. Donc 18 ans, il part en HP parce qu'il a tapé son père, le mec. Écoute bien. Il dit, pendant que j'étais en HP, en fait, le seul truc qui m'a tenu, parce que moi, je voulais pas prendre leur médoc, là, c'est le sport. C'est le sport, c'est le sport, c'est le sport. Au bout de un mois et demi, ils me disent que finalement, ça va mieux, ils me remettent dehors et tout. Et moi, je sais de source sûre que c'est la discipline de sport que je me suis mis qui fait que, voilà, j'ai fait ça. Donc, c'est pour ça que j'ai passé mon BP. Maintenant, je suis à mon compte et il coach à Nice dans une salle, etc. Et donc je lui dis, t'es là pourquoi? Il me dit, parce que j'ose pas aller vers les femmes, voilà, j'ose pas prendre de la place dans la société et tout. Je dis, c'est normal. Parce que là, ton vécu, là, tu nous en parles, t'as honte. Il me dit, bah ouais, j'ai trop honte, tu te rends compte, voilà, j'ai fait ça, puis j'ai tapé mon père et tout, puis j'ai vécu ça toute ma vie et tout. Et là, je prends pas de recul, je regarde tout le monde. Et je lui dis, les gars, ce qu'il a vécu là, c'est une faiblesse ou c'est une force Et tout le monde dit, mais c'est une force, gros, parce que quand t'as vécu ça, il y a quoi qui peut t'abattre? Mais c'est le jour où il va, lui, en prendre conscience. C'est l'instant où son cerveau il a fait onde alpha, onde bêta. Il a rêvé, il a dit. Je le voyais, pendant que les autres parlaient, il regardait. Je dis bah ouais gros, parce que en fait, t'as pas fait la lavette toute ta vie. À un moment, tu t'es posé devant, t'as dit mec, là ce que t'as fait, c'est la dernière. T'es allé au combat, t'as tué le père. Enfin, c'est grec antique. Là, on est dans le complexe d'Oedipe. Tu l'as tué. Psychologiquement, le père, tu t'es mis en opposition, t'as dit moi je serais pas ce mec là, t'as fait preuve d'une force mentale gigantesque. C'est pas un sac à dos que tu dois porter et te balader dans le monde en ayant honte. C'est un sac à dos où tu dois te dire mais mec, avec ce que j'ai dans mon sac là, qu'est-ce que tu vas me faire toi? C'est ce que je te dis, t'as des personnes qui par rapport à leur vécu, toute leur vie ça sera une faiblesse. Et d'autres, ça sera une force. Je pense que... Et son cerveau, il a switché là-dessus, tu vois. Et depuis... C'est ça. Et il faut... moi, je m'en suis... Par exemple, pour mon cas, je m'en suis servi comme une force. Tu vois, de tout ce vécu, d'où je viens. Et ça me rappelle aussi, et ça, c'est très, très important, quand tu viens d'un milieu modeste, ça me rappelle aussi, là, quand je gagne de l'argent, parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, j'arrive à faire quand même de très bonnes collaborations, par des marques, tout ça, pour une seule vidéo. Des fois, je m'assois et je me remémore la valeur de l'argent, tu vois. Des fois, je me dis, des fois, je marronne aussi, tu vois. Je me dis, ah putain, ils veulent que je fasse telle vidéo, je dois faire ça. Et puis, je me pose et la dernière fois, j'en parlais avec mon vidéaste, je dis, putain, prendre quand même ça, tu vois. Ouais, moi, je fais toujours de comparatifs entre ce que je gagne par mois et ce que je gagne mon père à l'année. Et très régulièrement, je m'aperçois qu'à un mauvais mois, j'ai rentré le salaire annuel de mon père. Mais ça, c'est la compétition, Guillaume. Ça fait partie de... mais ça calme. Ouais. Mais nous, on est comme ça parce qu'on est des compétiteurs. Quand des fois, tu fais 20% de moins sur un mois, tu dis, ouais, j'ai quand même rentré 2 années de travail de mon père. Même dans le sport. Moi, j'ai des personnes, par exemple, je vais te donner dans le sport ce que je vais faire dans mon entreprise. Moi, par exemple, je suis fou de bodybuilding, c'est ma passion. Donc, le résultat du bodybuilding, d'accord, c'est l'esthétique. Hein, voilà. Donc, moi, quand je vais me mettre torse nu à la salle ou à la plage, et tous mes collègues, tu es un monstre et tout. Ouais. Mais moi, je me trouve jamais assez, tu vois. Bien sûr. Toujours plus, alors que pour 99% des gens, j'ai un corps de fou. Bien sûr. Mais moi, des fois, je me regarde, je me dis, tiens, là, faut que je prenne un peu de l'âme. Alors, j'ai 41 ans. Hein. Moi, je suis l'éternel maigrichon. Hein. Tu vois. Des fois, là, en ce moment, on fait des vidéos. Bon, là, j'ai bien mangé, je commence à vieillir un peu, je m'entraîne moins, donc je me suis vraiment étoffé. Et puis, j'ai une génétique, je prends pas de gras. Donc, moi, je prends 3 kilos. T'as l'impression que j'ai fait une cure avec 18 stéroïdes pendant un an, tu sais. Et là, je vois des vidéos et je regarde mes potes, je dis, les gars, je suis un peu épais quand même. Ils me disent, mais gros, mais t'es un malade, t'es une armoire. Alors que moi comme je me vois, je me lève le matin, je vais me brosser les dents et je me trouve toujours une brindille. On a un problème. Hein. Ça, tu sais, avec Movie Academy et avec Attitude surtout, je fais beaucoup d'interviews d'entrepreneurs. Et en fait, ce que tu dis, c'est vous êtes tous des entrepreneurs. Enfin, vous êtes des entrepreneurs. Vous avez je sais pas comment je pourrais l'expliquer, mais vous avez des qualités d'entrepreneur. Le fait de jamais être satisfait de ce que vous avez, le fait de toujours aller chercher la performance, l'amélioration,
d'être résilient. Ouais, c'est ce qui fait que tu passes des paliers. Exactement. Tu vois, moi, je te sors là encore par rapport au bodybuilding. Des fois, je suis dur envers moi-même parce que des fois, je vais avoir une critique qui peut être forte, tu vois. Des fois, je suis assez direct. Et par exemple, moi, je suis allé récemment en compétition de bodybuilding. J'ai vu des gars monter sur scène. Et je me tourne, je dis à ma femme, moi, honnêtement, avec comment dire, les objectifs que je me suis toujours fixés, comme ça, je vais même pas à la plage. Alors, t'as des gens qui te disent, ouais, il faut se sentir bien dans leur corps. Je me sens bien dans mon corps, tu vois. Mais j'ai tellement mis la barre haute, Bien sûr. tu vois, que je suis tout le temps en train de me dire, non. Et le bon niveau de santé mentale, c'est que c'est ça que j'essaie d'enseigner moi sur les coachings alimentaires, c'est que c'est complètement ok de vouloir optimiser, de vouloir un peu mieux. Tant que ça devient pas maladif, tu l'as dit tout à l'heure, le juste milieu. Bien sûr. Je pense, je parle pour Greg, mais je parle pour moi, je pense pas me tromper, c'est pas parce qu'on veut plus qu'on en est malade. Et c'est ça. Tu vois, alors que tu as souvent des gens qui sont dans les extrêmes. Soit je m'en tape le cul complètement, soit mais c'est je deviens un nazi de la performance. C'est ce que pensent les gens, mais qu'on en est malade. Voilà. Non. Ah, mais tu vois, moi, pour l'entrepreneuriat, j'ai souvent été critiqué là-dessus parce que, ouais, Mehdi, il s'arrêtera jamais, il en veut toujours plus. Mais après, tu sais, j'écoute la critique des gens qui me sortent ça, tu vois. Et je me dis, mais pourquoi il me dit ça? Tu vois, tu t'en parlais tout à l'heure. Est-ce que c'est pour mon bien? Et où il en est, lui? Comment il considère, c'est quoi le toujours plus pour lui? Et en fait, moi, mes objectifs, c'est pas les mêmes que les tiens. Et moi, mon toujours plus, là, j'ai rien fait, en fait, tu vois. Et attends, je vais même plus loin que toi. Pour moi, c'est même carrément une méconnaissance. C'est-à-dire que je te donne un exemple. À une époque où j'avais vraiment une méconnaissance de l'argent, tu me disais 1 million. Moi, je te disais, waouh, 1 million, c'est beaucoup. Ça fait 10 fois 100 000, tu vois, ou c'est beaucoup 1 million. Envie de partir en fumée aussi. Et en fait, tu t'aperçois que si tu me donnes 1 million demain, bah, je peux pas m'arrêter de travailler. Parce que avec 1 million, tu fais quoi en fait? Mais c'est même pas ça, c'est tu vas faire. J'ai 37 ans. J'espère mourir après 75 ans. 1 million. Et quand tu sais que déjà l'euro, il a perdu 38% de valeur entre 2025 et 2020, donc en fait, entre 2025 et 2050, mon million, bah, il en vaudra plus que 600 000. Et tu fais quoi en fait? Avec, je veux dire, 1 000 euros par mois, enfin 1 500 euros par mois de dépenses, plus un loyer, ta bouffe, etc. En fait, les gens, ils pensent, dès qu'ils voient 6 chiffres, que c'est colossal. Mais je vais te montrer comment la société, elle nous formate à ça. J'écoutais France 3 et il y a eu au tribunal d'Aix-en-Provence là une entreprise qui a été jugée. Le mec, il vendait des contrefaçons sur les marchés. Tu vois, donc il a pris une perquise, il a été condamné. Et ils ont quand même saisi un véhicule de luxe à 22 000 euros. Ah ouais. Alors, je vous explique. En fait, aujourd'hui, une Dacia Spring électrique neuve, c'est 21 800 euros. Tu vois. Et les journalistes sensationnalistes, ils font ça. Tu vois. Ou alors, par exemple, tu as la même chose sur les armes. C'est-à-dire que tu vas avoir un chasseur qui prend une descente de flic pour n'importe quelle raison, a été saisi. 3 gros calibres. Oui, les chasseurs, il avait 3 fusils de chasse, ouais. Et eux, comme ils te l'expliquent, t'as l'impression qu'ils ont envoyé l'antiterrorisme parce que le mec, il allait faire le djihad dans son village à côté de Mont-Marsan. Non mais... Il a 22 longs rifles. Ah ouais. Un arsenal impressionnant a été saisi. 3 armes et 2 boîtes de cartouches. Et tu vois, en fait, le problème, c'est que le 90% de moutons, ils considèrent qu'avoir 3 fusils de chasse, tu prépares un attentat. Ils considèrent que quand tu as 100 000 euros sur ton compte... Non mais mieux. Une perquisition en cours pour trafic de drogue dans telle cité a été saisie, 300 euros de liquide. Et là, non mais carrément, moi quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais en gros, ça veut dire que moi j'ai 300 euros de liquide sur moi là. Si jamais je fais une dinguerie, je m'embrouille avec un mec, je pars en garde à vue. Si sur moi j'ai 300 euros de liquide, c'est suspect. Attendez, vous faites quoi avec 300 euros de liquide là? Mais tu sais, moi, franchement. Et ça participe à un environnement de fou, moi, en fait. J'écoute même plus tout ça à la télé. Je regarde même plus la télé. Moi, j'exerce mon cerveau à l'esprit critique à ça. Mais c'est bien mieux si vous pouviez couper la télé, bien sûr. Alors, c'est pas pour faire le gars parfait, mais depuis le Covid, j'ai décidé de couper la télé. Je me suis rendu compte, le Covid, moi, ça m'a permis d'exploser.
D'accord, c'est quand on Pareil. dit des fois de se dire, Pareil. voilà, il y a beaucoup de gens qui ont dit, Love Covid. moi ils se moquaient, certains coachs, Merci, ça Covid. m'avait critiqué en story parce que pendant le Covid, je faisais des cours gratuits en visio, tout ça. C'est du gratuit que j'ai donné, que j'ai converti par la suite. Évidemment. Quand le Covid El famoso. il a terminé. Ça m'a fait me reconnecter avec certains moments que j'avais oubliés. Hein, moment où on marchait simplement avant notre seul truc pendant le Est-ce Covid. que, alors, aller marcher dans la colline. par contre, avant qu'on continue de discuter, est-ce que quand tu allais marcher dans la colline, tu avais ton autorisation? Non, alors nous on avait zéro autorisation. En fait, j'en ai eu une d'autorisation, je te dis pas le nombre de fois qu'elle a été scannée. Je coachais. Alors je vais t'expliquer en plus. Moi pendant le Covid, au début je faisais du visio. Et après j'ai dit, tu sais quoi, il y a une gare en bas de la maison là. J'avais un grand parking, on va se mettre là, il n'y a jamais personne qui passe. Allez, on se met là, je commençais à organiser des... Tous les gens venaient dans mes cours, ils avaient tous des fausses... Il y en avait même, je leur donnais la mienne, ils changeaient le nom. C'était un chantier. Et on faisait des cours. Après, on parle de la ville à Marseille où les gens conduisent de scooters sans casque et les flics qui passent comme ça. Alors voilà ce que j'allais te dire. J'aurais fait ça hier les paluets, frérot. Il y a les flics qui sont passés. Il y a les flics qui sont passés. Donc ils passent, ils font le tour, ils nous voient de loin. Et j'ai, oh pétard, ils arrivent, on est mort. J'avais déjà tous les clients de venir, donc je suis responsable, je dis à tout le monde de venir et tout. Les flics, ils arrivent, ils regardent le cours, le gars il me dit « Je peux me laisser ton numéro de téléphone J'ai besoin de perdre 2-3 kilos. » Même les flics, nous, par rapport à ce Covid, on s'est développé, ça nous a donné des idées, on s'est reconnecté avec la nature, avec les moments de famille, des trucs simples, faire du pain ensemble, tout ça, tu vois, des trucs tout cons, mais en fait qui sont des super moments. Et... ben justement, c'est à partir de là que j'ai dit on coupe la télé. Parce qu'à un moment donné, je sais pas si tu t'en rappelles, t'allumais la télé, Covid. Tu prenais ta voiture, panneau, Covid. Non mais les nombres de morts, souvenez-vous. Il fallait mettre le masque, tu étais assis, tu pouvais l'enlever. Il y avait un compteur de morts à TF1. Souvenez-vous de ça. Non, mais si les gens avaient pris le nombre de morts et qu'ils l'avaient mis en face du nombre de morts le même jour, la même année, enfin, tu vois, non, mais... tu te rends compte qu'en fait, ça n'a aucun sens. Ah, mais c'est là que tu vois encore le caractère. Il y a eu des morts du Covid, c'est une maladie qui a vraiment. Il faut préciser parce que sinon. Bien sûr. C'est une maladie qui a vraiment existé, machin, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'elle tuait les obèses et les vieux de plus de 80 ans. Mais au-delà de ça, voilà, c'était une vraie maladie. Il y a eu quelques cas isolés, mais comme dans d'autres maladies. Bien sûr. Il y en a qui meurent de la gastro, il y en a d'autres comme d'autres maladies. C'est lourd, je vais vous lancer rapidement sur un jeu. Are you ready for the game? Et ça, c'est un jeu qui va plaire à... Non, ça va vous plaire à tous les deux finalement, je pense. Le jeu s'appelle « Qui serait le plus susceptible de ?» D'accord, donc je vais vous poser une question, vous avez 2 secondes pour répondre. Qui serait le plus susceptible de... Je galère à le dire. Ok ? Première question. Qui serait le plus susceptible d'engueuler un client en vocal WhatsApp ? J'ai la réponse. Je serais capable de le faire moi aussi. Je l'ai déjà fait. Ouais, mais moi c'est quotidien. Mais voilà. Mais je pense que Guillaume, il serait pas mal aussi. Alors je vous explique comment ça démarre. Qu'est-ce que t'as pas compris quand ? Et après la phrase elle est... mais on peut dire pas que les clients parce qu'ils m'engueulent moi aussi des fois. Alors à savoir que quand je le fais, c'est parce que c'est souvent sur l'alimentation. Et moi je vends pas une diète, je vends un coaching alimentaire. Donc d'abord quand ils font nimp, je les découpe et je leur dis que je les perturbe exprès pour que faut se réveiller, mais que c'est bienveillant et qu'ils me payent pour que je les coach. Et les coacher, c'est leur secouer les pruniers. S'ils veulent juste que je leur balance une diète et que quand ils font n'importe quoi, je leur dise rien, ils ont juste à me le dire. Et sur les prochaines fois, je répondrai super à la semaine prochaine. J'ai cette ouverture un peu brutale et après je décrescendo. Qui a déjà fait une séance de jambes juste pour faire une story ? Ah, je l'ai jamais fait. Non, ça j'ai jamais fait, non. Non, j'ai jamais fait. Non. Bah, alors par contre... Tu voulais dire moi ou... Anecdote, moi j'avais des potes quand je travaillais en boîte. La salle de fitness, elle fermait à minuit. Donc ils y allaient à 22h30 faire les pecs et les tractions pour arriver à la boîte surtanké. En plus on travaillait en chemise sans manches. Bon, je vous parle d'une époque... je l'ai connu cette époque. Le vendredi ou le samedi quand on sortait, à l'époque, je te parle de ça, j'avais 22-23 ans. C'est ça, la séance c'était pec d'eau. Voilà. T'arrivais comme ça. La séance du vendredi soir, pec d'eau sucre. Qui pourrait lancer un séminaire qui s'appelle Discipline et douleur ? Guillaume, je pense. Bon, je pense Greg aussi. Hein. Non, ça te ressemble plus. Moi, ça serait Discipline et douleur, mais j'aurais donné un autre nom. Mais Guillaume, lui, serait capable vraiment de l'appeler comme ça.
Qui est le plus à même de faire un post sur Insta sur la souffrance depuis un rooftop à Dubaï? Je pourrais le faire, mais je pense que Ouais, je pense tous les Guillaume, deux, je tous pense, les deux, hein. on peut le faire. Je pense. Bon, ça, C'est chaud, hein, déjà, tu c'est sors 2 haltères sur un rooftop à Dubaï en plein après-midi. Ouais. Si t'arrives à les soulever, ce qu'il fait, ouais, j'avoue que ça abuse. Qui a déjà ghosté un client, même involontairement? Même avant quoi? Même involontairement. Non, j'ai jamais fait, non. Ghoster un client, alors Ouais. ça dépend. Le client relou, insupportable. Mm. Finalement, tu renouvelles pas et tu. Si je renouvelle pas, je lui dis quoi. C'est pas un fantôme où je Ouais, dis ce que je de veux dire, nouvelles, ouais, quoi. ghoster, Tu vois non. Ghoster, non. Je lui dis on arrête ou j'ai plus de place et je préfère privilégier d'autres personnes parce on s'entend pas, ça passe pas. Ou je les oriente vers des collègues des fois. Hein. Hmm. Qui posterait un réel ultra inspirant alors qu'il est en PLS mentalement? Alors- Moi je peux le faire. Hein. Ça, c'est un sujet intéressant. Parce que quand tu étudies un petit peu les grands poètes, les grands artistes, ceux qui écrivent, c'est dans la douleur et dans la peine que les mecs ont écrit leurs meilleurs textes en fait. Donc moi, alors j'appelle ça la courbe mentalement. Vous êtes à un stade, ça descend comme ça, vous tapez le fond là, et d'un coup vous commencez à remonter. Et en fait, moi, les posts comme ça, ils arrivent pas à la descente. C'est en bas, je trouve, la force de me remettre. Et en fait, les mots sont frais quand je commence à remonter. Et là, je peux le poster. Je suis pas forcément encore revenu à mon état normal. Mais oui, je peux le faire. Mais pas au fond du seau, à la remontée du seau. Moi je le fais, mais grâce à autre chose qui disait Guillaume, le filtre. Moi j'ai un filtre, c'est PLS, problème de famille, tout ce que tu veux. Du moment où j'ai passé la porte du travail, c'est Greg l'entrepreneur et c'est mon entreprise. Voilà. Mm. C'est-à-dire, voilà, je suis en PLS, ce que tu veux. Putain, moi, à chaque fois que j'ai Si. fait des level up, à chaque fois, c'est quand j'étais en PLS. Ou je me suis pris une PLS. Après, les hommes, on est en PLS dès qu'on a un rhume. Hein, donc, Et Non, des mais fois, je parle les- pas- moi, je parle pas PLS Physique. physique malade. Je parle PLS problème de famille. Ouais, ouais. après, dans le sud, Marseille perd, t'es en PLS. Hein, donc, Ouais, Après, ouais. même sur des. Moi, je te donne l'anecdote sur des contrariétés. Par exemple, en ce moment, je sais pas, il y a un con à la salle où je suis, où je fais mes vidéos, où je coach, parce qu'à savoir aussi, je place les coachs, moi, dans les fitness parks Ok. de Marseille et alentour. Il y a un gars, une fille qui s'amuse à arracher ma feuille de coach, tu vois. ok. Ma présentation Bon dans art. les vestiaires. Voilà, donc Bon le art. gars, il se régale, il arrive, il déchire la photo, il la jette. Je sais pas. Le gars, il s'éclate. Donc, bon, j'ai 1,6 million sur Insta. Je te garantis sans prétention que c'est pas une fiche qui m'amène des clients. Et donc, du coup, j'ai une copine dans la salle. J'allais tourner des vidéos et j'avais pas d'inspiration. J'avais pas préparé les scripts parce que je suis resté jusqu'à 2h du matin à faire de la paperasse qu'on connaît un peu tous. Il y avait plein de merde, voilà. Et elle vient, elle me dit: t'as vu, on t'a encore arraché la feuille dans le truc, dans le vestiaire, tu vois. Et ben, ça m'a tellement mis les nerfs que d'un coup, il m'est venu une inspiration. Je t'ai tourné 6 vidéos dans la matinée. Attends, vas-y, oh, caméraman, place-toi là, on va faire ça, fais ci, fais ça. En fait, la personne, elle a voulu m'emmerder, mais en fait, elle m'a rendu service. J'ai fait une story dans l'après-midi. J'ai dit Tu vois, on en au revient à petit ce malin qui fameux- s'amuse à m'enlever l'affiche dans le vestiaire. On ben en voilà, revient à tu ce vas donner- fameux hold the line, c'est qu'à un moment il se passe un truc et toi tu te mets en opposition. Moi je peux vivre la même chose. Là par exemple il y a un mec, il a dit sur une vidéo YouTube que de toute façon j'étais nul parce que l'Irox je le faisais en 1,14. Bon, il me fallait une motivation pour me réentraîner. Parce que ça fait 3 ans que je m'entraîne pour juste Ouais, être le daron bien le plus sûr. dangereux de la cour de récré. Le mec n'avait pas compris. Moi je faisais des Irox avec la mère de mon fils, qui est pas du tout une athlète pro. Donc je m'entraînais juste pour assurer, parce que le mec avait pas l'air de savoir que l'Irox, il fallait le faire à 2. Donc moi, je peux me développer un miles à 4 minutes. Si la mère de mon fils, elle peut pas suivre, aucun intérêt, tu vois. Mais j'ai dit, ok, pas de souci, tu veux jouer, pas de problème. Donc là, j'ai pris un coach de ma salle. On s'est inscrit à Bordeaux, en pro, et je m'entraîne 5 sur 7. Et voilà, le commentaire, je l'ai bloqué, le mec, je l'ai viré de ma chaîne, il sait même pas, il le verra peut-être même pas ce que je suis en train de dire. Mais moi, j'ai pris ce truc-là et je dis, bah tiens, ça Ouais, tombe a bien, été une tu vois. source de motivation J'avais besoin de ce supplémentaire. truc-là, bien wedge, bah, au lieu d'en faire une maladie, C'est ça. j'en ai fait une motivation et voilà. Avec les concurrents, quand je sais qu'il y a un concurrent qui arrive sur mon secteur, ça me.
Ouais. Mais c'est pour ça que c'est bien la concurrence. Ouais. C'est pour ça que c'est bien la concurrence, ça te rend plus fort, ça te permet d'élever le niveau. Et moi j'aime quand il y a de la concurrence, justement tu parles de ça, et quand il y a des gens qui arrivent que je sais pertinemment, même si je suis pas quelqu'un qui me rabaisse aux autres, que le gars, il est aussi bon, voire meilleur que moi. Eh ben ça me fait pas peur moi au contraire, parce que je sais que je suis un compétiteur et que je vais encore cravacher pour arriver à son niveau et élever encore moins le mien, tu vois. Bon les gars, on est toujours dans le jeu, je finis. Qui pourrait sortir un e-book qui s'appelle « Le silence fait partie du plan ». Pas moi. Moi non plus. Pas moi. Et d'ailleurs, je vais rebondir là-dessus. C'est très à la mode. Je vois beaucoup de gens en story qui mettent des posts. Ouais, travaille en silence et laisse ton succès faire du bruit et tout. Et je vais vous expliquer un truc que vous avez oublié, c'est que vous êtes français, les gars. Il y a une notion en France qu'on appelle le panache. Et le panache, c'est pas faire les trucs en silence, surtout à l'ère de la communication. Le seul truc que vous allez gagner à faire dans le silence, c'est rester un inconnu. Voilà. Donc, faut arrêter de mettre en avant le silence, ça n'a rien à Ça, voir. encore une fois, c'est très français. Ah ouais, vous. Donc tu t'avances. Moi, par exemple, j'ai fait, pour te dire le truc, j'ai fait des compétitions et de bodybuilding. Et à la compétition, bien sûr, qu'on m'interroge et je dis, ben moi, je suis venu, je vais gagner. Ben là, de suite, lui, c'est un pet de cul, il a la grosse tête. Alors, voilà. Bon, en plus, sur le coup, j'avais quand même gagné. Mais moi, c'est une façon, par exemple, de rentrer dans l'événement, de rentrer dans le truc. Je me suis avancé, derrière, j'ai plus le choix. C'est ce qu'expliquait, je sais plus quel joueur de foot là. Il disait même s'il y a Ronaldo et Messi sur le terrain, c'est moi le meilleur. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et puis en C'est France, un moyen de se conditionner. C'est mal vu. Il dit, ouais, je sais pas c'était qui. C'est un moyen de te conditionner pour performer et tu peux pas performer à ton maximum si ton cerveau n'est pas conditionné. Alors Ça a pas attention, de je reprends vite un truc, c'est qu'on dit souvent en France, il y a des très très bons côtés, il y a des très bonnes personnes aussi qui ont la même vision que nous. Et Bien c'est sûr. pas Mais ils parce sont que pas assez mis en avant. ceux qui ont la mauvaise, on les incrimine pas forcément. Mais moi je dis en France, mais j'ai quand même fait une douzaine de pays, donc j'ai vu ailleurs. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent en France, ils sont pas sortis de leur Bien sûr, bien sûr. patelin. Je fais des comparaisons avec ce que j'ai vu ailleurs, notamment dans le sport et la discipline, la détermination. Et quand tu t'affirmes dans quelque chose, on te pousse. Ici, dès que tu t'affirmes dans quelque chose, on va chercher tous tes petits défauts pour dire ah mais t'as vu, il a dit qu'il allait faire ça, il l'a pas fait, et lui il se prend pour quelqu'un d'autre, et voilà. Ouais, c'est typiquement français. Les seules personnes moi que j'ai vues poster fais les choses en silence, ton succès fera du bruit, c'est des gens en fait qui ont pas de succès. Et en fait ce poste, j'aimerais tellement qu'il soit prédicateur de mon futur succès que je vais le partager. Mais en fait vous devez comprendre un truc, c'est que il n'y a pas de lien entre le bruit que vous faites et le succès que vous allez atteindre. Peut-être que vous ferez des trucs en soum-soum et il y a des métiers où peut-être qu'on peut atteindre le succès en sous-marin. Moi, j'en connais pas trop. Hein. À l'heure de la communication, j'en connais pas. Mais ça crée un autre biais parce que les gens sont binaires. Ils se disent que les gens qui font du bruit vont pas atteindre le succès. C'est faux, c'est archi faux. C'est pas parce qu'on va que leur porter l'œil. Voilà, c'est pas parce que on n'a pas votre personnalité, notre sensibilité que on va pas atteindre le succès. Et moi, encore une fois, je pense que c'est le bon point des réseaux sociaux, c'est que des mecs de cité qui influencent aujourd'hui positivement la société sur la santé générale, etc., eh ben, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux pour qu'on fasse du bruit, ben, en fait, on n'aurait jamais été audible. En fait, tu vois ce que je veux dire? Donc pareil, il y a beaucoup de gens, moi, dans mon mastermind, où je me rends compte qu'ils ont des problèmes pour se mettre en avant parce que leurs parents leur ont inculqué le système scolaire de rester dans le moule, de rester dans le troupeau, de rester dans le peloton et de surtout pas faire de vagues, de surtout pas faire de bruit. Écoutez-moi bien, les gens qui ont tiré le pays dans la mauvaise direction, ils l'ont fait parce qu'ils ont fait du bruit et qu'à nous, on nous a expliqué que ce serait bien que nous, on n'en fasse pas trop. El Famoso, vous l'avez connu quand vous étiez petit. Oui, mais ils sont débiles, mais ça sert à rien de parler avec eux, faut les laisser parler. Mais c'est pour ça que c'est les débiles qui sont le plus mis en avant actuellement. Oui. Parce que, en fait, pas te mettre en opposition. Voilà, sous prétexte qu'ils étaient débiles, fallait pas relever. Bah, on n'a pas relevé, résultat des courses, maintenant le monde est complètement débile. Tu sais, moi je vais prendre une phrase plus cash, j'en parlais la dernière fois, et c'est moi la mentalité que j'ai. Souvent, on va te dire, ouais, laisse courir, c'est des merdes, il faut les éviter. Moi je dis non, les merdes, je les écrase, et je leur fais bien comprendre que c'est des merdes. Moi j'ai cette mentalité-là, et même dans le business, les gens qui veulent me mettre des bâtons dans les roues, je les évite pas. En fait, je veux casser les bâtons. Tu vois, je veux casser les bâtons et dire tu veux mettre des bâtons dans les roues, regarde. Et c'est ce que je dis quand on dit faut faire les choses en silence. Ça, c'est aussi beaucoup de chez nous. On va te porter l'œil et tout. Et moi, je dis aux gens, l'œil, il arrive si tu y crois. Bien sûr. En fait, c'est tes actions qui vont faire ce qui va t'arriver, tu vois. Bien sûr.
Vous devriez vraiment pas avoir peur de faire du bruit. De toute façon, vous ne vous ferez pas connaître et vous n'influencerez pas les gens si vous ne faites pas de bruit. Après, par contre, il faut faire du bruit pour des choses valables. Bien Si c'est sûr. juste taper des pieds, ça Bien sert à rien. sûr. Mais faites du bruit, proposez des choses de valeur et vous verrez que les gens vont se mettre à On vous peut donner suivre. son point de vue, Bien tout sûr. est, voilà, tout est Bien sûr. discutable. Moi, par exemple, je dis des choses, je prétends pas tout le temps Bien détenir sûr. la vérité. Et d'ailleurs, moi, même dans mes postes sportifs, il y a tellement, là, pour revenir vraiment sur le sport, il y a tellement de contradictions d'études avec une autre, il y a 15 ans en arrière, ce qu'on nous disait, qu'on mettait les mecs là-haut, ouais, mais les scientifiques disent, alors fallait les écouter, mais 15 ans après, on nous dit que Bien ce sûr. qu'ils disaient, c'était pas bon. Regarde le cholestérol, etc. Donc à la base, c'était les rois, Bien et sûr. du coup, c'est devenu les Bien sous-mères. sûr. Bien Donc sûr. en fait, moi, c'est pour ça que quand je parle aussi sport, je dis toujours, à mon avis, je pense que, mais faites-vous votre propre avis, tu vois. Et Prenez notre point de vue, Voilà. ajoutez sel poivre et C'est ça. faites-vous le vôtre en fait. C'est comme ça que ça C'est ça. fonctionne. je dis pas détenir la vérité sur tout ou avoir raison sur tout. Mais voilà, faut pas avoir honte de s'affirmer. Fin du jeu les gars, merci pour ces réponses. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pourrez retrouver différents épisodes avec plein d'autres intervenants. Et vous pouvez nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux. Donc Move It Academy, Move It Attitude et Move It Coaching.